Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Good! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 468 du podcast Jean Actu. Alors Mathieu, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. T-shirt arc-en-ciel? Non, je vois que la moitié. Bonjour Grégory Richard. Bonjour à la bataille. Oh, bonjour à tous. C'est la vie de rockstar, ça mon gars, c'est les clopes et le whisky. Ah bah ouais, c'est ça. J'ai pas suffisamment répété pour ça. 3 paquets par jour de bouteilles de Jack. On m'appelle Johnny Hallyday dans le milieu du podcast. Lucas Vola est aussi avec nous. Bonjour Lucas. Salut messieurs, salut tout le monde. Je vois que Greg est en forme. Contrairement à nous, c'est bien. Ouais, et puis Lucas, il est sympa parce que comme il est moins ancien dans le podcast, il se permet moins de se moquer de mon état physique. Ouais, je suis presque comme toi. On disait 3 narines bouchées sur 6, donc on est pas mal. Exactement. Bon, je me remets. Après, pour ceux qui ont vu le fauteuil, honnêtement, ils vont trouver que je vais mieux que dimanche. Parce que dimanche, j'étais quand même un peu à l'agonie à l'antenne. Vous me voyez, mais là, en plus, les gens ne me voient pas. Alors que dimanche, ils me voyaient, j'avais le pif rouge. Il y a plein de gens qui m'ont conseillé de mettre de l'homéoplasmine et tout. Enfin, c'était un podcast assez collaboratif avec des conseils infirmiers et tout ça. Donc, c'était plutôt très sympa de leur part. L'émission de cette semaine ne vous est pas proposée par une pharmacie, mais elle vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. C'est dur à dire en parlant du nez, c'est chez JD Sport que ça se passe. C'est un peu dur, mais en tout cas, c'est bien là-bas que ça le se passe. sponsor appréciera l'effort. Exactement, je donne de ma personne. Les Bills et les Chiefs qui reprennent le pouvoir en AFC, les Rams de retour au sommet de la NFC West. Les favoris seront bien à l'heure des playoffs. C'est parti pour le débrief de la semaine 16. Et je gagne du temps parce que j'avais du mal à trouver mon jingle. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Patriots 21, Bills 33. Il leur a fallu plusieurs semaines de doute, mais Josh Allen a bien répondu présent pour le match le plus important de sa saison. 30 sur 47, 314 yards, 3 touchdowns, 12 courses, 64 yards. Est-ce que c'est ce Josh Allen-là que vous attendiez en début de saison? Je vais demander à Lucas d'abord, parce qu'il ne s'est pas moqué de moi au début. Et voilà, tu vois, comme quoi il y a du bon à pas se moquer. Oui, c'est clairement le Josh Allen qu'on attendait en début de saison. C'est le Josh Allen de l'année dernière et c'est celui qu'on attendait notamment dans les gros matchs. C'est celui qu'on attendait lors du premier match face à New England. Alors, il y avait des circonstances atténuantes avec les conditions climatiques, mais en tout cas, il a été là. C'est le bon moment pour revenir à son niveau de l'année dernière. C'était le bon match, en tout cas. Il repasse devant. Il a été très bon. Il a été très bon au sol. Il a été très bon dans sa poche. Il a su faire ce qu'il voulait avec la défense des Patriots. Donc oui, clairement, il fait un très gros match. C'est peut-être le meilleur match de sa saison compte tenu de l'adversité et du moment. Donc oui, il a eu raison, en tout cas, le bon timing pour sortir son meilleur match. Grégory. Oui, tout à fait. Surtout que là, en l'occurrence, c'était vraiment une... J'en profite, hein. Déjà, il y a le petit joker, le petit bingo Victor Roulier en même temps. J'en profite avec le en l'occurrence. C'est sûr qu'on a retrouvé très clairement au moins le côté de Josh Allen, je dirais, habile en improvisation, qui n'hésite pas à avoir une certaine dose de confiance pour vraiment transmettre à son équipe en général. Ça n'a pas été le seul joueur des Bills, on en reparlera sûrement un petit peu plus tard, mais en l'occurrence, réussir à prendre, à être le chef d'orchestre de cette attaque, sachant qu'on lui a clairement donné les rênes de l'attaque face à la défense des Patriots, qui a priori était censé quand même être un élément vraiment dissuasif face à lui. Et très clairement, on a senti une aisance
global. Quelques choix qui auraient pu coûter cher quand même. Il y a des interceptions qui ont été lâchées en cours de route. Il y a son first down qui va chercher au sol où bon, il jongle de manière un petit peu hasardeuse avec le ballon. Mais en attendant, voilà, ça lui permet en tout cas de se rebooster un petit peu personnellement, de rebooster clairement les Bills dans un match ultra important. Et il a été à l'image, voilà, pour le coup, d'une équipe de Buffalo que j'ai trouvé hyper concernée d'entrée. Et c'est pas illogique que Buffalo gagne dans son sillage. Tu l'as dit, concernés, ils n'ont pas perdu de ballon, ils ont eu 35 minutes de possession, 428 yards en attaque. Qu'est-ce qui pourrait améliorer sur ce match? Tu l'as dit, bon, il y a quelques erreurs qui auraient pu leur coûter cher. Qu'est-ce que tu vois encore comme axe d'amélioration, si tant est qu'on puisse dire, voilà, là, c'est le niveau auquel ils sont arrivés. S'ils partent de ça, qu'est-ce qu'ils peuvent encore améliorer? Bah, c'est ça. Alors, c'est compliqué de dire qu'il y a des axes d'amélioration dans le sens où sur ce match-là, et c'est aussi pour ça que je prenais des pincettes en parlant de la défense des Pats, c'est presque une anomalie de voir que la défense des Patriots était autant débordée. Donc, on ne sait pas trop si c'est vraiment la défense des Pats qui était aux fraises sur ce match-là ou si c'est vraiment l'attaque des Bills qui a tourné à plein régime parce qu'en effet, il n'y a même pas un punt sur le match. Quasiment toutes les actions ont été concrétisées ou en tout cas ont atteint la zone rouge des Pats. Et pourtant, c'est un match où il y a quand même eu quelques drops un petit peu fâcheux du côté de Buffalo. Même un Stephen Diggs, malgré des stats assez intéressantes, 85 yards et un TD, c'est clairement pas son meilleur match de la saison. Il y a un Isaiah McKenzie qui est sorti un petit peu de nulle part pour réussir à prendre la suite et en tout cas à assurer les jeux les plus importants offensivement parlant. Mais ouais, c'est là-dessus où je me dis, tu n'as toujours pas spécialement de jeu au sol sorti de Josh Allen. Tu as un jeu aérien qui n'est pas forcément toujours rassurant sur les différents drives. Et pourtant, c'est un match où ils mettent à mal la défense des Patriots, qui n'est quand même pas la première venue. Donc, c'est de bon augure. Mais oui, c'est sûr qu'offensivement et paradoxalement, encore une fois, de par les stats et de par le déroulé de la rencontre, je me dis que Buffalo en attaque, on a peut-être encore un petit peu sous le pied. Lucas, est-ce qu'ils en ont encore un peu sous le pied d'après toi? Forcément, ils en ont sous le pied dans le sens où le match parfait n'existe pas. Maintenant, s'ils jouent à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison, il va falloir se lever tôt pour les battre parce que Greg le disait, c'est peut-être une anomalie de la défense des Pats, mais c'est aussi eux qui font que cette défense-là devient une défense presque normale, moyenne. Alors oui, il y a des jeux que la défense des Patriots aurait dû faire et qui n'est pas forcément dû au fait de la puissance des Bills. Et je pense notamment, et il en a parlé, à cette interception de Jesse Jackson, enfin ce ballon qui lui arrive dans les mains au moment du drive un petit peu décisif parce que les Patriots viennent de marquer. S'il intercepte là, le match peut changer totalement. Je crois qu'ils sont à 6 points ou devant. S'il intercepte là, les Patriots peuvent aller de l'autre côté et le match, on l'analyse de manière totalement différente. Maintenant, avec des si, on peut refaire le monde, comme on le dit souvent. Et les Bills, ils font un match très proche à l'extérieur, n'oublions pas, à New England, là où il n'est jamais trop facile de gagner. Donc voilà, tout ça pour dire que s'ils font ça jusqu'à la fin de la saison, et certes, il faudra peut-être être meilleur pour aller plus loin que l'année dernière, et on parle de la finale de conférence, en imaginant que ça peut être la même affiche que l'an dernier, mais s'ils font ça, ils seront peut-être déjà au moins au même niveau que l'an dernier, ce qui est déjà une bonne chose quand on voit qu'au milieu de saison, on a commencé à douter d'eux un petit peu, à les imaginer presque, même pas en play-off. Donc oui, ils en ont sous le pied. Oui, Josh Allen peut être un peu meilleur ou un peu mieux entouré, mais c'est déjà un niveau très élevé et il serait content d'en être là. Ouais. Isaiah McKenzie qui a été une des, je ne sais pas révélation, mais en tout cas un des grands joueurs de ce match, 11 réceptions, 125 yards, un touchdown. Ça montre aussi qu'ils ont d'autres armes en dehors de Stephen Diggs, notamment Dawson Knox a capté quelques ballons. Du côté de New England, Mac Jones est à 14 sur 32, 145 yards, 2 interceptions. Ils étaient derrière, il fallait lancer pour revenir. Il n'a pas réussi à suivre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je vais dire, j'ai vu des réactions assez violentes de certains supporters des Patriots. J'étais assez étonné parce qu'on lui tressait des lauriers il y a encore 3 semaines, un mois. Donc, est-ce qu'on a vu des limitations terribles? Est-ce que c'est un match de rookie? Il y a un 1 sur 10 sur troisième tentative qui leur fait très mal, notamment. Ils ont été agressifs, ils ont joué beaucoup de quatrième derrière, qu'ils ont converti dans la majorité, 5 sur 6. Mais voilà, c'était un match où Mac Jones a été exposé fatalement, clairement. Oui, bah, pour le coup, ça en revient un petit peu à ce que je disais, à cette équipe de Buffalo qui était très concernée défensivement. Et alors, pour revenir à ce que tu disais, notamment sur les réactions, enfin, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne d'une semaine sur l'autre. On peut dire qu'un joueur mérite le Pro Bowl et la semaine d'après, il doit en être général, pété.
En général, j'angle rarement mes questions à base de les réseaux sociaux disent que ou Non, les non, fans non, disent mais que parce que sinon on s'en sort plus. Mais c'est vrai que là, c'est oui, juste non. que ça m'a choqué et Il ça m'a fait rire. reste, voilà, il reste en tout cas sur des prestations beaucoup plus en dilettante que ce qu'on l'a vu faire en milieu de saison, notamment lors de la bonne période tout simplement des Patriots, sa très bonne série qui leur a permis de reprendre la main dans la FC Est. Là, c'est sûr que c'est un peu dommage pour les Pats dans le sens où il y a un Damien Harris qui est très efficace au niveau du jeu au sol. Donc, franchement, dans un match où les Pats ont pu y croire jusqu'au bout, ça laisse des regrets de voir un jeu aérien qui n'a pas été flamboyant non plus. Après, voilà, on le répète aussi, hein, les cibles ne sont pas non plus fabuleuses. Et puis Mac Jones, ça reste un rookie dont il ne faut pas non plus attendre de monts et merveilles. Voilà, il y a toujours ce spectre un peu, enfin, toujours cet idéalisme un peu façon, ça y est, on va réussir de nouveau à sortir un quarterback sorti de nulle part, entre guillemets, ou en tout cas à le développer dans notre moule pour qu'il explose très rapidement. Mais après, voilà, et il faut forcément que Mac Jones prenne de l'expérience. Et c'est pas déshonorant de perdre contre cette équipe de Buffalo-là. Et les Pats sont encore les clés en main dans cette AFC extrêmement compétitive pour atteindre les playoffs. Donc pour moi, c'est pas non plus ce qui remet en question sa saison du côté de Football. Pas de signe alarmant du coup, Lucas. Non, pas de signe alarmant, c'est un rookie, forcément. Maintenant, les Patriots, ils n'ont pas forcément une équipe et un quarterback pour revenir de derrière. Et ça peut leur arriver, mais quand, face à des grosses équipes, et on l'a vu la semaine dernière face aux Colts, quand le rythme est pris directement par l'équipe adverse et qu'il faut revenir de derrière, ça va exposer Mac Jones. Et en effet, c'est pas encore un quarterback élite, c'est pas encore Joe Burrow par exemple. Voilà, c'est un rookie qui est mis dans des très bonnes conditions pour réussir. Maintenant, quand il faut un petit peu sortir de ça et aller gagner des matchs, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je dis pas qu'il est pas capable de le faire, il l'a fait, mais de manière consistante, c'est plus compliqué. Maintenant, ça reste une équipe très forte. Moi, je suis un petit peu plus déçu de la défense sur ce match que de Mac Jones par exemple. On en a assez parlé. Après, ils vont certainement faire les playoffs et je serais ravi de revoir un Buffalo New England en playoff parce qu'on en a vu deux. Alors le premier, on le répète, il y avait ses conditions, mais il était très sympa. Celui-là était malgré tout très agréable à regarder. Il y a beaucoup de choses entre les coachs, les attaques, les défenses. Et voilà, d'habitude, j'aime bien voir d'autres matchs en playoff, mais là, un match entre deux équipes de la même division, ça serait le troisième. Je serais vraiment curieux de voir un rematch. Le rematch, il va attendre un petit peu. En tout cas, les Bills reprennent la tête de la division et jouent les Falcons et les Jets derrière. Ils ont plus que jamais leur destin en main, puisque s'ils gagnent ces deux matchs, ils seront champions de division. Et on l'a dit, les Patriots sont plutôt bien dans la roue aussi. Je précise juste que Grégory a hoché la tête en accord avec Lucas quand Lucas disait que c'était plutôt la défense qui avait déçu dans ce match côté Patriots. On va passer au match entre les Bengals et les Ravens, 41-21 pour Cincinnati, 525 yards à la passe pour Joe Burrow. Vous savez que j'aime les quiz, messieurs. C'est le 4e plus gros total de l'histoire sur un match NFL. Vous ne devinerez jamais qui sont les 3 noms devant. Si, ils l'ont dit, il y a Matt Schaub, il y a Warren Moon. C'est le premier que j'ai oublié. Ah, il est fort. C'est le premier que j'ai oublié. Je pensais que Matt Schaub, déjà, bon... oui, Norm Van Brocklin. Le premier. Voilà. Alors, Norm Van Brocklin, 554 yards en 1951. Pardon. Warren Moon, 527 en 1990 et Matt Schaub, 527. Et j'ai oublié de noter l'année, mais je suppose que c'était avec les Texans. Oui, je pense, ouais. Donc, fin des années 2000, dans ces eaux-là, je pense. Parce qu'il a joué quelques matchs avec les Falcons aussi, on me rappelle. Matt Schaub, il a circulé, il était où après? Parce qu'il a fini. Où est-ce qu'il a fini? Non. Matt Schaub, il n'a pas non, fini. Il est revenu à Atlanta en backup et il a pris sa retraite l'année dernière. C'est ça. Voilà. Performance dominante des Bengals, 37 minutes de possession, 575 yards au total, 50% sur les troisièmes tentatives. Est-ce qu'il y a quelque chose à acheter là-dedans, Lucas? Parce que ça a l'air d'être du très haut niveau, là. Oui, là, c'est du très haut niveau. C'est du très haut niveau. Là, non, mais on le sait qu'il est capable. Alors oui, peut-être 500, plus de 500, c'est vraiment beaucoup. Mais on le sait qu'il est capable de faire des matchs où il est capable d'exploser et être parmi les 3-5 meilleurs quarterbacks de la ligue. Clairement, Joe Burrow, on parle juste de sa constance, mais ça va venir avec le temps. Mais c'est vrai que sur un match comme ça, il aime beaucoup les Ravens, manifestement. C'est la deuxième fois qu'il les explose. Il a plus de 900 yards contre eux sur les deux matchs. Après, les Ravens était décimé notamment derrière, mais sur l'attaque, il fait croquer, comme on dit, tous ses receveurs, T. Higgins, Tyler Boyd, Ja'Marr Chase, comme d'habitude, même Joe Mixon rentre dans le lot. Donc, il fait un super match.
C'est difficile de dire autre chose que c'est peut-être la meilleure performance de la semaine, toutes les équipes confondues. C'est vrai que j'ai pas dit, mais il y a donc 46 passes lancées, aucune interception, 4 touchdowns. Enfin, c'est en plus d'une propreté assez étincelante. T. Higgins, 194 yards à la réception. Greg, en effet, c'est difficile de trouver des défauts à cette performance offensive. Parce qu'on a souvent dit, ils dépendent des big plays. Mais là, ça a distribué de partout. Du big play, il y en a eu. Maintenant, voilà, quand tout passe, et au bout d'un moment, d'ailleurs, je pense que John Harbaugh a dû apprécier. Même en fin de match, quand le score était abouti, on voyait que voilà, on continuait quand même malgré tout de faire lancer des passes profondes parce que voilà, Burrow avait la main chaude et voilà. Mais Lucas en a parlé tout à l'heure. Peut-être qu'en effet, on s'est dit que comme déjà tout avait souri au match aller, notamment dans ce domaine-là, on pouvait tenter le coup face à un backfield défensif. En effet, extrêmement dépeuplé. Il me semble avoir vu passer la stat. Je crois que les Ravens sont la pire équipe contre la passe en termes de yards dans la ligue. Je pense que ça n'a pas dû arriver depuis très, très, très longtemps quand on connaît la réputation de la défense de Baltimore. Mais c'est pas un hasard. Et même la O-line, notamment, on voit qu'il y a un gros boulot qui est fait du côté de cette équipe des Bengals. Et quand c'est comme ça, c'est sûr que voilà, le jeu aérien devient quasi inarrêtable. Et on avait un Ja'Marr Chase qui marchait sur l'eau en première partie de saison. Là, c'est T. Higgins depuis quelques semaines qui commence à accélérer. C'est sûr qu'à ce rythme-là, ça ne va pas forcément être une bonne équipe. Il va falloir voir comment la défense va réussir à élever son niveau de jeu en play-off, s'ils y vont. Mais en tout cas, c'est une victoire extrêmement décisive parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans la FC Nord qui ont perdu des plumes. Et alors qu'à l'inverse, Cincinnati a une énième victoire statement, enfin en tout cas une victoire vraiment marquante. Et surtout, ils ont quand même sweepé et les Ravens et les Steelers, dont on disait que c'était des adversaires contre qui ils pouvaient avoir tendance à avoir un complexe d'infériorité ces dernières années. Donc, ça peut faire que du bien au moral, notamment dans le sillage de cette grosse attaque. Pour la petite stat aussi, Ja'Marr Chase et T. Higgins sont au moins 1 milliard chacun. C'est la première fois qu'un duo de receveurs de tous les deux moins de 23 ans réussit cette performance. Ça prouve que, parce qu'on parle beaucoup de Burrow, mais qui est jeune, mais du coup, ses cibles sont jeunes aussi et il y a un avenir assez dingue. Joe Mixon est excellent, Tyler Boyd aussi. Donc voilà, attaque à gros futur. Il faut quand même dire un mot, parce que oui, énorme performance offensive, mais en face, la défense des Ravens est quand même dépeuplée. On a beaucoup parlé, et je commence par eux parce qu'on a beaucoup parlé des absences, Lamar Jackson et puis ensuite Tyler Huntley, etc. Mais c'est quand même la défense qui les envoie par le fond en ce moment aussi. Oui, mais il y a trop d'absences. Ils arrivent à un point où et depuis le début de la saison, il y a des absences, mais Harbaugh arrive à faire en sorte que ça ne se voit pas trop. L'équipe est bonne et c'est pour ça qu'ils ont pris un matelas assez conséquent et c'est pour ça qu'ils sont encore mathématiquement dans la course. Mais là, il commence à avoir trop d'absents. Il y a 5 ou 6 cornerbacks, il y a un ou deux safety. Je crois qu'ils ont alors il disait la stat 33 joueurs sur la liste des blessés ou sur la liste Covid. Au bout d'un moment, n'importe quelle équipe à 33 joueurs, ça devient compliqué. Alors oui, là, le score est énorme et on regarde particulièrement, mais ça fait plusieurs semaines que c'est compliqué. Et en plus, on rajoute à ça le fait que c'est le troisième quarterback qui doit jouer. Ça devient vraiment quasiment impossible. Et malheureusement pour eux, ça ne devrait pas forcément s'arranger. Ils jouent, je crois que les Rams la semaine prochaine. Ils sont en train de laisser passer la tête de la FC Nord déjà, voire même les playoffs. Ce qui est dommage parce que cette équipe avec toutes ses forces, elle a largement la place d'aller en play-off, mais bon, il y a toujours une équipe comme ça par saison, peut-être que les Ravens, c'est cette année. Oui, je disais que la défense les entraîne par le fond, c'est pas contre eux, au sens où je suis d'accord avec toi, ils ont tellement de blessés qu'ils peuvent plus gérer, parce que mine de rien, en attaque, ils font pas un mauvais match, ils mettent 21 points, enfin, ils font pas un mauvais match, ça peut être mieux, mais je veux dire, ils mettent 21 points avec un mec qui a pas joué un match titulaire depuis 3 ans, c'était pas déshonorant, quoi. Non, ils ont joué les yeux dans les yeux avec Cincinnati pendant un petit moment. Je crois que le score n'est pas de 14. Je ne sais plus à combien il était le score. Ça s'est un peu en début, milieu de deuxième quart. Il me semble que le score était quand même relativement. Il y a 17 pour Cincinnati à la fin du premier quart. Et puis derrière, il y a 2 touchdowns qui vraiment tuent le match. Ouais, du coup, mais c'est vrai que moi, pour rejoindre ce que dit Lucas, pour moi, c'est un miracle déjà que Baltimore soit à 8-7. Ils n'auraient jamais dû tenir aussi longtemps avec toutes les difficultés qu'ils ont eues, notamment en défense. À quel point ils ont été dépeuplés sur la ligne offensive. Et on sait que dans l'identité de jeu assumée par Greg Roman, c'était quand même extrêmement important d'avoir des O-line suffisamment en forme justement pour pouvoir développer notamment un gros jeu au sol. Là, manifestement, un petit peu à l'instar de ce qui est fait avec Lamar Jackson et avec Tyler Huntley ces dernières semaines,
on a joué un peu plus à la passe, mais du coup, ouais, c'est aussi une équipe qui doit jouer contre nature. Alors, ça permet, par exemple, à un joueur comme Rashad Bateman, le rookie, de réussir à se développer. Ça permet de voir que Marc Andrews continue d'être énorme, peu importe le quarterback qui lance dans sa direction. Mais encore une fois, c'est une anomalie en tant que telle de voir que Baltimore a tenu aussi longtemps et reste encore en course pour les playoffs à l'heure où on se parle, parce que Lucas en parlait. Il y a 2 matchs qui restent au programme. C'est 2 matchs qui jouent à domicile contre les Rams et les Steelers. Donc voilà, je ne vais pas m'amuser à faire les previews maintenant. Il faut voir si Lamar Jackson revient. Mais malgré tout, Baltimore a encore son destin entre ses mains et c'est déjà presque miraculeux, je le répète, arrivé à la fin du mois de décembre. Quoi. Il leur arrive ce que je pensais qu'il arriverait aux Titans, moi, en termes avec toutes les blessures, etc. Les Titans sont mieux tenus, mais oui. Après, tu dis, ils ont leur destin entre les mains, ils sont 8e, hein, donc il va quand même falloir espérer gagner plus qu'il se passe des trucs au-dessus. Et ce qui semble compliqué en affrontant justement les Rams, dont on va parler maintenant. Jean-Michel, transition, Vikings 23, Rams 30. Très vilaine soirée pour Matthew Stafford, intercepté 3 fois dans ce match. Les Rams s'en sortent grâce à 131 yards au sol de Sonny Mitchell, 10 réceptions de Cooper Kupp évidemment, un retour de punt pour un touchdown, et puis une très bonne défense. Aaron Donald a été énorme, 3 plaquages pour perdre, 7 pressions sur le quarterback, un sac très important. Du coup, finalement, victoire rassurante. Lucas, pas un très bon Stafford, mais victoire contre des Vikings dont on sait qu'ils peuvent se hisser dans des matchs comme ça au niveau de la concurrence. Et puis surtout le jeu au sol, tu en as parlé, c'est vraiment ça, et c'est de là vient ce qui est rassurant pour eux, c'est que voilà, ils sont capables de gagner même quand Stafford n'est pas bon, parce que depuis le début de la saison, quand il n'a pas été bon, ils ont coulé parce que la défense tenait mais craquait. Là, elle a très peu craqué, tu l'as dit, et surtout le jeu au sol, Sonny Michel fait un super match, et surtout, il a été bon avant même que c'est pas un choix par défaut. Je veux dire, c'est pas Stafford est mauvais, on se tourne vers le jeu au sol, et il s'avère que Sonny Michel est bon dès le début de match. Sonny Michel fait des bons runs, il y a des bonnes courses, il y a des bonnes choses, et bon, il s'avère que Stafford n'est pas bon, du coup, tant mieux, on a un bon Sonny Michel, mais je veux dire, voilà, c'est la preuve que c'était pas un choix par défaut, comme je le disais, ça a été vraiment quelque chose de réfléchi, ça a marché, faut continuer comme ça, parce que quand Stafford sera bon, parce qu'on le connaît, voilà, il y a des moments où il n'est pas bon, il y a des moments où il est bon. Ils vont espérer qu'il soit, parce que bon, sans un Stafford, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, maintenant, on sait que le jeu au sol peut être bon. Ils ont certainement les ingrédients désormais. Quand tout va réussir à se mettre en place, ça peut être très, très fort. Mais sur ce match-là, en tout cas, ça a suffi face à des Vikings qui sont pas, voilà, qui peuvent être bons, mais sans être des favoris. Ça a suffi. C'est, comme tu le disais, plutôt une victoire rassurante pour Los Angeles. Après, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, ça a toujours été dans la philosophie un peu quand même de Sean McVay de courir quand il avait le matos pour, non, Greg? On se rappelle de l'époque Todd Gurley au début. Ça n'a pas toujours été le 100% passe, Sean McVay. Non. Alors après, c'est vrai que cette année, au niveau du jeu au sol, ils n'ont pas forcément là aussi été épargnés avec pas mal d'absences, en tout cas des joueurs qui étaient souvent un petit peu incertains. Donc, je pense que après, il y a plus de certitude dans le jeu aérien. Il y a un Odell Beckham qui arrivait en cours de saison, donc c'est sûr que forcément, voilà, il y a toujours le côté un petit peu historique des Rams, on va dire, pour reprendre la fameuse théorie du Greatest Show on Turf, même si Marshall Faulk avait une grosse part voilà, du jeu hyper spectaculaire, etc., l'identité Rams de l'époque. Mais oui, très clairement, je te rejoins. Ça a souvent alterné. Sonny Mitchell, on ne savait plus trop à quoi s'attendre. Vu que du côté des Pats, il avait fini par perdre sa place au fil des semaines et des années. C'est une bonne chose pour les Rams de pouvoir compter sur lui et éventuellement sur un Darrell Henderson, on l'espère, enfin en forme en playoff. Après, j'en avais déjà parlé avant. Il vient de se reblesser, Anderson. Ah mince, j'avais loupé le... D'accord, bon, autant pour moi, j'ai rien à dire alors. Il sera absent, je crois, au moins la fin de la saison régulière. D'accord. Bon, en tout cas, c'est pas une mauvaise chose de pouvoir compter sur Sonny Mitchell. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Pour moi, les Rams, c'est avant tout une équipe dangereuse à prendre en playoff, de par les nombreux vétérans qu'ils ont fait venir dans cette optique-là. L'objectif est atteint. Ils ont en plus récupéré la première place de la NFC West. Donc, pour l'instant, les voyances sont au vert, même si, pourtant, on sait que j'adore ce joueur. Voilà, Matthew Stafford, ça fait quand même plusieurs performance un petit peu inquiétante. Ça m'a beaucoup rappelé la prestation contre Tennessee où il y avait des lancers vraiment sortis de nulle part alors qu'il fallait justement essayer de conserver. C'est vraiment ce type d'action-là en playoff, c'est clairement pas ce qui pardonnera, peu importe le casting qu'il y a autour de lui. Je fais juste un petit point effectif parce que tu m'as fait parler de Darrell Anderson. Par contre, il y a Cam Akers qui est sur le retour et qui pourra rejouer dès le prochain match. Donc, bon, ça compense. Ils sont donc lancés vers les playoffs. Match un peu étrange pour les Vikings. Par contre, ils ont couru derrière pendant toute la rencontre sans jamais
totalement lâché parce qu'il y a un moment où ils prennent un touchdown d'Odell Beckham qui les met à 27-13 et puis ils marquent derrière pour revenir à 7 points. Ils sont à 10 points. Enfin voilà, ils sont jamais totalement largués. Qu'est-ce qui leur a manqué, Lucas, dans ce match? Un peu d'efficacité dans la red zone, ils sont à 2 sur 5 dans les 20 yards adverses, un peu d'efficacité sur troisième tentative, je crois qu'ils sont à 2 sur 12, je me suis noté ça. Voilà, face à une équipe qui tournait bien, c'est compliqué. Et puis on parle d'une belle attaque, au sol des Rams. Du coup, on peut prendre le même argument et le transformer pour les Vikings avec une mauvaise défense au sol, se faire trouver en défense par la course des Rams. C'est un petit peu, c'est un mauvais signe. Après, en attaque, voilà, je disais, il y a ces manques-là, mais ils sont face à une équipe et une défense, tu disais, Aaron Donald et puis Jalen Ramsey. On parle beaucoup d'Aaron Donald sur ce match, mais Jalen Ramsey fait un super match sur Jefferson. Il est vraiment incroyable. Voilà, ces deux joueurs-là apportent toute une défense qui est relativement bonne, voire très bonne. Après, ça devient compliqué pour Minnesota. Ouais. 130, Greg, un mot sur les Vikings, pardon, peut-être. Qu'est-ce qui du Vikings, ouais. Lucas en parlait. Comme d'habitude, c'est souvent la gestion du momentum qui pose problème, avec des actions clés qui n'ont pas tourné en leur faveur. En effet, t'en parlais, le retour de coup de pied, l'interception en zone rouge. Tout ça, c'est des choses qui ont permis aux Rams de prendre les commandes et de réussir à les conserver jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un gros gâchis pour Minnesota et la fin de l'ère Max Zimmer se rapproche à grands pas malgré tout. Teasing de l'émission de mercredi et les coachs de jeudi avec les coachs en danger. 132 réceptions pour Cooper Kupp cette saison. Je fais un petit point d'étape possible record. Il en est à la 5e place dans l'histoire. Le record est à 149 sur une saison pour Michael Thomas des Saints, évidemment. Après, c'était avec un match de moins. Donc, il y a plein de records qui vont tomber comme ça, vu qu'il y a un match de plus dans la saison. Tu parles du nombre de réceptions, c'est ça? Ouais. Parce que je crois qu'il est pas loin d'être en course aussi pour le record du nombre de yards sur une saison de Calvin Johnson. C'est possible, oui. En effet. Qui a mis 700. Ça serait beau d'ailleurs parce que ça serait Stafford sur les deux records. Enfin, en tout cas, sur le. C'est vrai. Ça serait sympa. Il lui reste, je crois qu'il avait plus de 300 yards avant ce match-là. Il en a fait 100 et il doit être pas loin. Il faudrait regarder. Oui, parce que j'ai dit qu'il avait fait quoi, une 130 là, je crois. 101, je crois. Ou quelque chose comme ça. Bon. Ah oui, c'est Mitchell qui a plus de 130, pardon. En tout cas, oui, il y a plein de records à surveiller pour Cooper Kupp et on l'a dit avec le match supplémentaire. De toute façon, il y a beaucoup de records qui devraient tomber dans les années à venir. Les Rams seront en playoff pour la 4e fois en 5 ans parce que oui, ils sont qualifiés. On va le dire plusieurs fois dans cette émission, mais il y a 5 qualifiés maintenant du côté de la conférence NFC. Il y a pas mal de places qui ont été prises cette semaine. On en parle juste après ça. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Des places en play-off, donc il va en être question beaucoup dans ces résumés de matchs et dans ces comptes rendus. On va commencer avec les Chiefs 36, Steelers 10, 8 à la suite pour les Chiefs. Pas de Travis Kelce, pas de problème pour cette fois. 381 yards au total, 3 touchdowns à la passe pour Patrick Mahomes, 127 yards au sol. J'ai posé la question pendant plusieurs semaines, là je l'affirme, ils sont de retour. On parlait des Bills tout à l'heure en disant ils ressemblent à nouveau à un favori. Les Chiefs ressemblent à nouveau à un favori. Et au final, on a l'impression qu'on va avoir la même finale AFC parce que là, ça a été très très fort. C'est démonstration, Greg. Écoute, l'année dernière, j'étais un peu le rabat-joie de service en disant Kansas City a des failles, tout ça. Très franchement, cette année, j'en ai de moins en moins quand même. Hein. Là, sur ce match-là, franchement, tu l'as dit, il y a quand même des absents un peu notables. La manière dont ils ont dominé, éteint Pittsburgh avec une facilité déconcertante. Alors, c'est vrai que on le répète semaine après semaine, on va dire oui, Mahomes n'est pas aussi spectaculaire que ça, mais je veux dire, il arrive quand même à découper les défenses, quoi. Il arrive quand même à découper les défenses et surtout je trouve, à monter en régime au moment le plus important, c'est-à-dire juste avant les playoffs. Et c'est là où Kansas City va être extrêmement dangereux. Ça rappelle, alors, ils n'avaient pas aussi mal commencé, mais il me semble qu'il y a 2 saisons aussi, ils avaient terminé en boulet de canon et on se rappelle du résultat. Donc, ouais, non, franchement, pour moi, aujourd'hui en NFL, je ne vois pas d'équipe aussi complète des deux côtés du ballon que Kansas City, tout simplement.
ça va très loin. Lucas, est-ce que tu es prêt à aller jusque-là? En tout cas, il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Peut-être Tampa Bay parce que champion, mais en effet, clairement, on peut l'affirmer, ils sont de retour. Et Greg parlait d'être le rabat-joie l'année dernière. Je crois que je l'étais un peu cette année en disant attention quand même. Et puis après, quand il revenait un petit peu, je disais oui, mais là, je crois qu'il n'y a plus de mais, il n'y a plus de attention. Ça y est, ils sont revenus. En plus, la semaine dernière, je disais que Kelsey était vraiment important et que c'était la clé. Il n'est pas là et ils sont quand même incroyables. Donc pour moi, ça y est, c'est le signe d'une équipe qui devient quasiment inarrêtable. Kelsey n'est pas là, Tyreek Hill n'est pas incroyable et pourtant le match de Mahomes c'est très bon, l'attaque est très bonne. Clyde Edwards-Helaire se blesse, Derrick Gore prend le relais, pardon. La défense est très bonne. Alors oui, ce n'est que face aux Steelers, mais face à une bonne équipe, ça sera peut-être pas 36-10, mais ça sera peut-être 25-10 ou 36-20. Mais en tout cas, ils sont au-dessus d'un grand nombre d'équipes, notamment en AFC. Il va falloir aller les chercher, en effet. Oui, puis c'est pas quand même une défense de peintre en face. Il y a quand même quelques mecs qui se débrouillent plutôt pas mal. Après, du côté de Pittsburgh, il y a toujours ce problème de l'attaque maintenant. Ben Roethlisberger a perdu 2 ballons. Ils sont encore dans la course au playoff, mathématiquement. Mais est-ce que vous voyez un scénario où cette attaque rend encore ça possible en restant même sur ce match, sur ce qu'on a vu de cette attaque? Mais ils sont quand même en très, très grande difficulté offensive, toujours. Ouais, je me permets parce que je vais faire très vite, mais nous, ça fait 1 mois qu'on le dit que c'est une équipe destinée à faire 8-8-1. Et franchement, ça en prend le chemin parce qu'ils sont capables de battre des équipes, ils sont capables de perdre contre à peu près n'importe qui, ou en tout cas, ils ont des grosses lacunes. Donc voilà, je les vois faire 8-8-1 et donc pas se qualifier en play-off. Mais Pittsburgh, ça fait partie de ces équipes, encore une fois, on l'a dit tout au long de la saison, mais il y a d'autres équipes comme ça, Minnesota, Cleveland, où d'une semaine sur l'autre, tu ne sais jamais quel visage tu vas voir. J'en avais parlé, mais ils sont capables d'aller gagner à Buffalo, ou je ne sais plus quel coup ils avaient fait en déplacement, comme ils sont capables de se faire accrocher contre Détroit. Alors certes, sans Roethlisberger à l'époque, mais de se faire accrocher contre Détroit ou de se prendre une pilée comme ils ont pris ce week-end, quoi. C'est vraiment déconcertant. Et alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui commencent déjà à dire ouais, peut-être la fin de l'ère Mike Tomlin. A priori, Kevin Colbert, en plus de general manager, n'est pas sûr d'être conservé parce qu'il est en fin de contrat. Je pense qu'il va surtout y avoir un gros ménage parce que Keith Butler, on commence à arriver au bout au niveau de la défense. Et puis en attaque, on se rend compte que malgré les changements de coordinateurs successifs, il y a une inconstance qui n'arrive pas à être trouvée. Et puis, il y a, même avec les receveurs qui arrivaient à émerger, on voit un Chase Claypool qui fait des erreurs assez déroutantes, un Diontae Johnson qui est capable du meilleur comme du pire avec des pertes de ballon un petit peu grossières. C'est une équipe extrêmement frustrante à avoir joué. Donc après, c'est sûr que oui, il y a une ligne offensive qui est extrêmement jeune et perfectible, mais même les playmakers supposés sont extrêmement déroutants, que ce soit en attaque ou en défense. Donc ça nous donne ce visage de Pittsburgh, comme le disait Lucas, symbolisé par ce bilan de 7-7-1, parce que c'est impossible de savoir vraiment si elle est au-dessus ou en dessous, concrètement, en fonction d'un match ou de l'autre, quoi. Les Chiefs, eux, remportent la FC West pour la 6e fois de suite. Ils seront en play-off. Titans 20, 49ers 17. C'était le match du jeudi. Field goal de la victoire à 4 secondes de la fin pour Tennessee. Est-ce que c'est là qu'on voit la fameuse limite représentée par Jimmy Garoppolo, occasion ratée, vilaine interception, etc. Ou alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut lui donner un pass sur le fait qu'il s'est quand même éclaté visiblement le pouce assez sérieusement, un ligament endommagé, une petite fracture, et qu'il lance aussi les interceptions, en tout cas en deuxième mi-temps après ça. Ou alors est-ce qu'on dit c'est les 49ers, ils sont comme ça, il y a la limite Garoppolo et de temps en temps ça en fait perdre. Grégory sourit. Bah écoute, je sais pas, il y a quelques semaines on disait Garoppolo c'est pas clinquant, mais a priori San Francisco arrive à enchaîner avec lui. Moi ce que je comprends pas sur ce match-là, et ça en vient un petit peu toujours à la même chose, c'est que j'ai énormément de respect pour le coordinateur, et vous devinez bien que de par ce qu'il a fait à Atlanta, j'aime beaucoup Kyle Shanahan. Mais j'ai du mal à comprendre comment on peut être aussi têtu à vouloir absolument s'obstiner à faire lancer peut-être Jimmy Garoppolo plus que de raison. On connaît le style de jeu de Jimmy Garoppolo. D'ailleurs, je pense que Patriots se serait éclaté parce que sur du jeu intermédiaire, on sait qu'il est capable de faire le boulot. Mais comment, sur un match comme ça où San Francisco mène 10-0, tu peux te mettre en difficulté tout seul en voulant absolument continuer à passer, en mettant peut-être un peu trop de pression sur un Jimmy Garoppolo, en le faisant lancer sur des jeux profonds.
alors que soi-disant, tu es capable de sortir n'importe quel running back de ton chapeau et que sur ce match-là, le jeu au sol a été parfaitement étouffé par Tennessee. C'est là où, pour moi, c'est incompréhensible parce que San Francisco, très franchement, s'ils gagnent ce match-là, il n'y a pas de scandale. Ils avaient plus besoin de cette victoire que Tennessee, même si la conférence américaine escalait et que l'Indianapolis Colts reviennent fort. Mais ouais, je veux dire, se saborder un petit peu tout seul de cette manière-là, alors que tu es aussi près d'une qualification en playoff, ou en tout cas, tu t'en rapproches à grands pas. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tennessee a fait le boulot en défense, mais San Francisco a clairement donné le bâton pour se faire battre sur ce match-là, selon moi. Ouais, moi, je vais me permettre de répondre. Bon, déjà, je pense que les Titans en avaient plus besoin. Hein. Sur ça, je suis pas d'accord parce que pour moi, les Titans avaient plus de mal. Enfin, et vous voyez les Colts revenir. Les Colts sont capables de finir avec 2 victoires. Pour moi, San Francisco, la division, elle est pas elle est pliée, mais ils ont du mal à aller la chercher. Et les playoffs, c'est quasiment fait. En tout cas, ça devrait être fait. C'est pas trop cette défaite qui les met en difficulté. Bon, bref, mais ça, c'est autre chose. Pour la réponse, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'ils s'obstinent parce que 4 fois sur 5, 3 fois sur 5, ça fonctionne. Parce que Garoppolo, il n'est pas tout le temps aussi mauvais. Et comme tu le disais, ça fait quelques semaines où on disait qu'il n'est pas mauvais, il bénéficie beaucoup de ses playmakers, de Deebo Samuel, de George Kittle, mais il évite les grosses erreurs. Et malheureusement, 1 fois sur 5, 1 fois et demie sur 5, 2 fois sur 5, ça arrive, comme là. C'est ça, parce qu'on n'avait pas eu la même conversation. Alors, je crois que c'était contre les Vikings, ou en l'occurrence, il avait gagné ce match-là, mais il y a toujours, sur tous les 2 ou 3 matchs, il y a toujours un truc qu'on se dit, peut-être que Garoppolo, c'est la réponse. Ah bah non, vous voyez, le mec, il est cramé. Tu sais que ton quarterback, c'est un game manager. Pourquoi tu forces? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que, en tout cas, ce match, il doit être plié à la mi-temps. Il doit y avoir 21-0 à la mi-temps. Il y a un 10-0 parce qu'il y a un touchdown tout fait à Kyle Juszczyk qui loupe de beaucoup. Il y a une interception dans la red zone qui doit finir en touchdown. Ça doit faire 21-0. Le match doit être plié. Et c'est vrai que pour le coup, c'est Garoppolo qui les tue là. Maintenant, Shanahan, il est ce qu'il est. Après, c'est comme ça qu'il les a amenés au Super Bowl aussi. Donc, c'est difficile d'avoir une lecture sur son coaching. Mais juste Alain, avant que tu entends, je ne suis pas sûr, parce que c'est déjà ce qui sort, je ne suis pas sûr que mettre Trey Lance, par exemple, sur les 2 derniers matchs, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure solution pour San Francisco. À l'heure actuelle, j'entends. Ah non, moi je pense pas qu'on en soit là. C'est un quarterback honnête avec lequel tu peux gagner si tu gères bien. Sorti de la question du pouce, bien entendu. Voilà, sorti de la question de la blessure, évidemment, ce qui pourrait être un facteur au moment où on se parle. Du côté de Tennessee, là, pour le coup, je parlais tout à l'heure des Ravens et donc de Tennessee, qui sont 2 équipes de grands blessés, grands Covidés, etc. D'ailleurs, Julio Jones a vu le terrain trop longtemps, il s'est dit qu'il allait sur la liste Covid après, parce qu'il y avait visiblement trop de monde à l'infirmerie. Comment ? Il n'avait pas fait celle-là, comme ça. Il faut un peu comment ça se passe. Il a vu une liste, il s'est dit, je vais la tester. Ils n'ont gagné que 278 yards, mais ils sont à 9 sur 16 sur 3e tentative, 2 sur 2 dans la zone rouge, aucun ballon perdu contre 2 pour les Niners. Je trouve ça admirable ce que fait Mike Vrabel avec cette équipe. Parce que franchement, là, il y a AJ Brown qui est monstrueux dans ce match, mais il y a un mec qui sort de temps en temps pour les sauver, quoi. C'est vraiment admirable. Ils sont sur une efficacité de fou pour s'en sortir à chaque fois, quoi. Mais ça revient un petit peu à ce que vous disiez il y a je crois que c'est la semaine dernière, ou enfin je sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça. La capacité de Tennessee à tenir en playoff avec leur force actuelle. Moi, je t'avoue, on verra. A priori, Derrick Henry va revenir pour les playoffs. Je pense qu'à 10-5, on est bon. Il ne me semble pas qu'il soit officiellement qualifié. Non, dessus, mais pas encore. En tout cas, à mon avis, il s'en rapproche quand même à grands pas. Mais ouais, ils s'en remettent beaucoup à la défense aussi. J'aime bien Ryan Tannehill, il n'y a pas de problème, hein, mais lui aussi, je ne sais pas si au moment où il va falloir élever un petit peu son niveau de jeu, s'il va être capable de le faire. Cette année, c'est dur. Hein. Pour le coup, il l'a fait sur ce match-là. Oui, mais alors c'est pareil, on pointe du doigt Jimmy Garoppolo. Je pense que s'il y a bien un point faible qu'on peut désigner en défense du côté de San Francisco, c'est le backfield défensif. Donc après, Jay Brown, il ne va pas s'excuser de réussir à dominer les cornerbacks qui sont face à lui. Mais très clairement, voilà, je pense que Tennessee a eu cette possibilité au moment où ils ont accéléré de tomber sur un backfield qui était peut-être un peu plus abordable. Mais là encore, quand ils vont tomber sur des défenses peut-être un peu plus optimales au mois de janvier, s'ils se qualifient, et encore une fois, je leur souhaite, ils n'en sont plus très très loin. Là aussi, ça peut être amené à se compliquer dans ce fameux jeu stéréotypé dont vous parliez il n'y a pas si longtemps que ça en attaque, quoi.
Cardinals 16, Colts 22. L'absence de jeu au sol a fait mal à Arizona, celle de DeAndre Hopkins aussi. Leur défense a levé le pied. Les deux en même temps, forcément, ça fait du mal. La semaine dernière, on se demandait si les Cardinals étaient cuits. Je commence à avoir peur qu'on ait la réponse. Est-ce que vous avez vu des éléments encourageants dans ce match qui pourraient faire penser qu'on a une équipe qui peut encore revenir parce qu'ils en sont à 3 défaites de suite et ils ont un match difficile en plus, je crois, la semaine prochaine? Lucas. Moi, je vais être un petit peu provocateur, mais le seul élément d'encouragement, c'est qu'ils ne vont pas gagner cette division et qu'ils vont jouer à l'extérieur leur match de play-off. Et c'est que là, c'est à l'extérieur qu'ils sont le meilleur. Parce que sur 4 défaites, ils en ont 3 à domicile. Ou 5 défaites, 4 à domicile. En tout cas, il y a plus de défaites à domicile qu'à l'extérieur, beaucoup plus. Mais sinon, à part ça, pas grand-chose. Parce que certes, il y a beaucoup de blessés qui fait que c'est moins fort, mais c'est moins fort partout. Les Cardinals, on le dit depuis quelques semaines. Et ils affrontent une équipe qui n'était pas mieux lotie en termes de blessés et en termes de Covid. Et pourtant, on voit d'un côté une équipe qui a le vent dans le dos, qui a une belle dynamique, et de l'autre côté, une équipe qui a une dynamique très moyenne, parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Pour moi, ces deux équipes-là vont faire les wildcards très probablement. D'un côté, il y a une équipe que je n'ai pas envie de rencontrer en wildcard, les Colts, et de l'autre, il y a une équipe que je me dis, si je les rencontre, alors c'est jamais un match facile, mais par rapport aux autres équipes, c'est peut-être celle-là que j'ai envie de rencontrer. Oui, pour répondre à la question, moi, ce qui m'inquiète, l'élément rassurant, c'est toujours le même, hein, c'est Kyler Murray, quoi. Il suffit de voir la première mi-temps avec notamment une équipe d'Arizona où rien n'a souri, à part peut-être la course longue distance de Murray qui permet d'aller chercher le touchdown derrière. Tu plaisantes, mais mine de rien, c'est déjà bien que le quarterback coule pas. Oui, non, mais on voit, il y a des soucis de fumble qui n'ont pas coûté trop cher sur ce match-là, mais en tout cas, voilà, Kyler Murray continue de faire la pluie et le beau temps dans une attaque, certes, où il manquait malgré tout, notamment James Conner et toujours DeAndre Hopkins. On se répète aussi, mais bon, quand le receveur star d'Arizona reviendra, s'il revient, bien sûr, ce qu'on espère, ce sera peut-être pas tout à fait la même chose. Il y a Rodney Hudson également qui va revenir plein centre, et mine de rien, c'est quand même un élément assez dissuasif. Mais justement, par rapport à Rodney Hudson, c'est dans les tranchées où on sent qu'Arizona n'y est plus. C'est là-dessus où, pour moi, ils se sont fait déborder de toutes parts en attaque et en défense. Et alors, c'est sûr c'est beaucoup lié, bien entendu, au problème d'infirmerie. Mais ouais, c'est quelque chose qui va jouer sur le moral, parce que déjà, l'année dernière, on avait vu une équipe d'Arizona qui avait perdu pied au mois de décembre au point de perdre sa qualification en play-off, alors qu'ils étaient quand même en bonne position pour l'obtenir. Là, on a de nouveau un mois de décembre très, très compliqué, et on se heurte toujours au même problème. Est-ce que Cliff Kingsbury va être capable de redresser cet effectif-là, de redonner un minimum de confiance, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, pour aller chercher au moins une victoire en play-off? Très franchement, à l'heure actuelle, j'en suis pas persuadé. Bon, et tu l'as dit, dans les tranchées, en effet, c'était compliqué parce qu'il y avait Indianapolis en face, Jonathan Taylor toujours aussi fort avec 108 yards au sol. Mais la nouveauté, c'est que tu as un Carson Wentz encourageant, 18 sur 28, 225 yards, 2 touchdowns. Si ils sont à ce niveau-là, je pense que c'est ça que tu voulais dire, Lucas, tu n'as en effet pas envie de les prendre en playoff parce que la Carson Wentz est bon sur ce match. Oui, la semaine dernière, je vous disais, cette équipe, elle me fait penser aux Titans d'il y a quelques années qui éliminent les Patriots notamment. Et vous me disiez, Tannehill, il est bien meilleur que Carson Wentz. Et c'est vrai au vu du match de la semaine dernière, vous aviez totalement raison. Maintenant, si on prend le match de cette semaine-là, je me dis, pas forcément. Alors oui, c'est le problème avec Carson Wentz, c'est que d'une semaine sur l'autre, le jugement change. Maintenant, il a un plafond plus haut, mais un plancher plus bas, on dira. Voilà. Maintenant, Frank Reich est bon avec lui parce que, alors sans dire le protéger, on ne protège pas un quarterback qui est dans la ligue depuis un moment. On évite juste qu'il fasse des erreurs. Mais disons qu'il n'hésite pas à le faire moins lancer. Et quand il sent qu'il est bon, il le fait plus lancer. Tu parlais de Jonathan Taylor. Il a une et je vois Greg hocher de la tête. Et j'entends qu'il parle Kyle Shanahan. Il fait pas ce que fait Shanahan. Voilà. Exactement. Voilà, c'était écrit sur ton front. Ça gagne. Mais oui, je suis assez d'accord. Après, pour revenir à Jonathan Taylor notamment, il fait une très belle course dès le début du match et il est un peu plus, alors je ne vais pas dire en dedans, mais il est un peu plus discret par rapport à ce qui nous a habitués. Et c'est vraiment Carson Wentz qui prend le relais sur ce match-là. Et c'est là où les Colts peuvent être très dangereux parce qu'ils commencent à être complets. Ils ont toujours ce Taylor qui peut faire mal à tout le monde. Si Wentz joue comme ça peut être difficile. Et puis la défense qui est solide partout, ils vont certainement pas gagner
cette AFC Sud parce qu'il faut que les Titans perdent 2 matchs parce qu'ils ont le tiebreaker. Mais ils vont jouer en wildcard. Alors, on verra bien contre qui, certainement parce qu'ils vont se qualifier. Mais en effet, je me répète, ça peut être l'une des surprises en termes de seeding, par exemple, des premiers matchs de wildcard. Quelque chose à ajouter, Greg, ou on passe au match suivant? Non, ça me paraissait complet. Packers 24, Browns 22, c'est la faute de Baker Mayfield ou c'est la faute des arbitres? J'adore ces Je résume questions-là. vite parce qu'on a été un peu long sur le début de l'émission. Alors bon, comme ça. De toute façon, c'est un match qui confirme que Baker Mayfield n'est pas dans une bonne saison. Je pense que j'apprends rien à personne. Mais voilà, réussir à plomber et en entrée et en sortie de match une rencontre où vraiment Cleveland a quand même joué les yeux dans les yeux avec Green Bay, où le run-stop a été étonnamment efficace, enfin en tout cas a été bien plus efficace que le pass rush, ce qui m'a quand même vraiment surpris parce que le pass rush globalement des Browns a été annihilé, ce qui est habituellement une force chez eux. Et voilà, mais bon, tu peux pas réussir à tenir face à une telle équipe en déplacement avec 4 interceptions de ton quarterback, c'est pas possible. Même la ligne, encore une fois, on a vu que les absences continuent de faire mal. Bill Callahan fait des miracles, mais Bitonio en left tackle, c'est pas forcément ça a très clairement souffert, notamment contre Rashan Gary. Donc franchement, sur ce match-là, j'aurais du mal à taper sur Cleveland parce que c'est pas un match que je les voyais prendre de toute façon de par le contexte actuel pour eux. Mais ouais, ça laisse encore plus de regrets parce que ce match-là, tu te dis que tu aurais pu aller le chercher pour continuer à croire un peu plus au playoff. Je peux utiliser une réponse différente à cette question, Mayfield ou les arbitres, et je vais sortir ma carte Shanahan, je vais dire Stefanski. Parce que quand on a un Nick Chubb comme ça, pourquoi on s'obstine à faire lancer et en fait, vous pouvez prendre exactement l'argumentaire qu'a fait Greg sur Kyle Shanahan et le copier-coller à Stefanski. Je vais vous faire gagner du temps, mais pourquoi on continue à faire lancer un Baker Mayfield qui, certes, sur la dernière interception, il y a peut-être un holding, c'est ce dont tu faisais référence, Alain, mais les 3 premières, elles sont pour lui, ou au moins les 2 du milieu, elles sont vraiment pour lui. Il les tue. Donne la balle à Nick Chubb, il est très bon sur ce match. Tu parles de Nick Chubb, mais même d'Ernest Johnson, sur ce match-là, il fait une bonne sortie, et on sait que de toute façon, l'identité de Cleveland, c'est le jeu au sol. Donc, je te rejoins. Après, la différence peut-être avec Shanahan, c'est que Mayfield tombe dans le trou très rapidement. Donc peut-être qu'il y a peut-être dans la volonté de le remettre un petit peu en confiance, mais ça a clairement été contre-productif. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr que j'aurais peut-être plus appuyé sur le jeu au sol. Sur le dernier drive, notamment. Sur le dernier drive, il y a du temps. Il y a 2-3 courses qui sont bonnes. Pourquoi s'obstiner Voilà, après Ce que dit Lucas, c'est aussi peut-être la différence entre un bon coach et un mauvais coach, et c'est peut-être pour ça que tu as raison de dire que c'est Stefanski. C'est que le bon coach aussi, des fois, il n'a pas peur de ne pas ménager son quarterback. Il lui dit tu lanceras plus de ballons quand tu es bon, et c'est pas oui, tiens, je vais essayer de te relancer, tiens, je vais te faire plaisir, je vais te donner quelques ballons. Et puis on joue une place en playoff. On n'est plus au moment où il faut ménager le quarterback qui vient d'arriver. Là, les mecs jouent une place en playoff, ils sont en playoff l'année dernière. Alors après, je suis dur avec Stefanski, je crois que c'est le coach de l'année dernière, mais cette année il en sera loin. Non, mais et encore une fois, et puis tu vois, moi après j'entendais des oui mais il a mal à l'épaule, oui mais machin. Bah dans ce cas-là, lui il joue pas, et tu le fais pas lancer, tu vois. C'est pas une excuse. S'il est sur le terrain, il joue, et on dit pas il a mal à l'épaule, il a machin. D'ailleurs, Aaron Rodgers a mal à l'orteil, il s'est encore fait marcher sur le pied, mais ils ont quand même gagné. Aaron Rodgers et Davante Adams ont été excellents, les coureurs ont été là, la défense a arraché des ballons. C'est aussi à ce genre de victoire qu'on reconnaît les grosses équipes. J'ai pas l'impression qu'on apprenne grand chose sur Green Bay. Là, ils sont en mode avancer vers les playoffs, avancer vers la tête de série numéro 1, avancer vers le titre de MVP éventuellement pour Aaron Rodgers d'ailleurs, parce que c'est dans les tuyaux. C'est même logique que le Buffalo. C'est un match qui gagne alors qu'ils sont pas vraiment alors qu'ils sont loin d'être excellents sur ce match-là. Mais Buffalo. Oui, j'avais dit tout à l'heure que pour Buffalo, à mon sens, il y avait encore moyen qu'ils élèvent leur niveau de jeu malgré la victoire qu'ils sont allés chercher. Green Bay, c'est clairement pareil. Ils gagnent ce match-là. Aaron Rodgers fait les stats et va chercher, et concrétise les drives. Mais tu te dis que l'attaque peut être encore plus explosive qu'elle ne l'a été sur ce match-là. Donc, c'est de bonne augure dans l'optique des playoffs. Davante Adams, tu l'as dit, incroyable, très très fort, on n'a plus de mots. Maintenant, juste une petite chose, et je terminerai par ça. Attention, les Packers, ça fait 2 semaines qu'ils sont devant beaucoup en première mi-temps, et puis qu'ils se font revenir. La semaine dernière, c'était face aux Ravens, si je ne me trompe pas, et ils sont sur le point ils sont à 2 doigts de le perdre. Là, ils sont pas loin en tout cas, ils auraient pu le perdre. Donc attention à ça, mais après, sinon, pour le reste, c'est très fort. Ouais.
Panthers 6, Buccaneers 32. Les Buccaneers sont champions de la NFC Sud pour la première fois depuis 2007. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Malgré les absences de Mike Evans, de Chris Godwin, de Leonard Fournette, Tom Brady a mis 10 ballons dans les mains d'Antonio Brown. Le coureur remplaçant fait le boulot. Et puis la défense a massacré Cam Newton et Sam Darnold, parce qu'il fallait faire jouer les deux. 2,5 sacs, 2 sacs et demi pour William Goldstone. Gros match, une interception pour Jordan Whitehead. Victoire défensive avant tout pour Tampa. Greg, je te vois hausser les sourcils là. Ah oui, bah là, pour le coup, ouais, tu le disais, 7 sacs en l'occurrence pour la défense de Tampa qui n'a pas forcément eu à forcer son talent sur ce match-là. Ils sortent même du chapeau Keyshawn Vaughn qui était en développement depuis quelques années, qui avait quelques soucis de fumble. Alors, attention, ils sortent du chapeau, c'est une action notamment qui fait que ça grossit un petit peu les stats. Mais en tout cas, ça permet de sortir un petit peu quelques jeunes s'il y en a besoin dans une année où ils sont fortement touchés par les problèmes de blessure notamment. Il y a un Cyril Grayson aussi qui sort de nulle part au poste de receveur. Joueur qui n'a même pas joué au football à l'université de LSU. Il sera à briller avec Brady. Il faisait pas des études quand même à LSU, rassure-moi. Ah, ça, je ne sais pas. Mais apparemment, il était plus sur de l'athlé de ce que j'ai vu. J'ai vu le nom, j'ai fait LSU, mais d'où? Je ne connais pas ce joueur. Mais donc, non, ils arrivent malgré tout à faire briller quelques joueurs en attaque, mais c'est bien entendu grâce à la défense, en tout cas, qu'ils ont réussi rapidement à décrocher cette équipe des Panthers. Les dynamiques sont clairement différentes. Alors, c'est toujours pareil, on dira, ouais, Tampa, c'est un peu compliqué, ils ont perdu contre les Saints, etc. En attendant, voilà, ils ne sont pas sur une mauvaise série comme les Cardinals et ils arrivent quand même à se remettre un petit coup de pied aux fesses pour ne pas laisser le doute s'immiscer en interne. C'était formalité, moi, j'ai trouvé. Ah oui, oui, c'était. Il y avait beaucoup de blessés. Tom Brady a géré totalement. Voilà, le bon retour d'Antonio Brown. Après, Shaq Barrett s'est blessé de nouveau. Lavonte David n'était pas là. Voilà, vraiment, pour eux, les 2 prochaines semaines va vraiment servir à se remettre en forme. Ils seront en embuscade si jamais les Packers font une erreur de parcours, mais même si les Rams sont devant eux aussi parce qu'ils les ont battus. À mon avis, ils n'auront pas la première place. Donc voilà, ça va être vraiment de se remettre d'aplomb, faire revenir le plus de joueurs possible et attaquer les playoffs comme ils les ont attaqués l'année dernière. De mémoire, je crois que c'était une des équipes les moins blessées l'an dernier, non ? Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, ils avaient beaucoup de titulaires à l'heure du Super Bowl. Ouais. C'est dur d'avoir cette même réussite, entre guillemets, évidemment, 2 années de suite. Et là, on voit qu'ils le sentent cette année. Les Panthers, avec leur quarterback, est-ce que quelqu'un a compris ce qui se passe ? Newton, Darnold, Newton, Darnold. Ça a commencé 2-3 séries pour Newton. Après, on fait rentrer Darnold. Après, on mélange un peu. On va pas épiloguer 10 ans. Déjà, parce qu'on va reparler beaucoup de Matt Rhule jeudi, à mon avis. Parce que, je vous l'ai dit, on va parler des coachs en danger. Il n'y a plus de sens, quoi, là. C'est compliqué, quand même. Non, offensivement, de toute façon, depuis l'arrivée de Matt Rhule, on ne comprend pas grand-chose. Mais là, c'est vrai que c'est devenu un petit peu caricatural sur ce match-là. Donc voilà, peut-être en revue d'effectifs, s'il y a besoin de trouver un quarterback rookie l'année prochaine, plutôt avec qui, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a dans cette idée-là, mais en l'occurrence, je ne suis pas sûr que ou l'un ou l'autre ait forcément marqué énormément de points. Ah bah non, Newton 7 sur 13, une interception, Darnold 14 sur 30, 15 sur 32. Il y en a un qui apporte un peu plus de mobilité, l'autre qui a une fiche un poil plus correcte à la poste. Bon, franchement, c'est pas. Après, il y en a un qui est ce qu'il faut en quarterback numéro 1. Il y en a un qui est sous contrat, l'autre non. Et oui, celui qui est sous contrat, c'est celui qui s'est fait siffler. Ça peut aider. Attends, c'est Darnold qui est sous contrat, sûrement. Ouais, et c'est lui qui s'est fait siffler quand il est entré, c'est grandiose. Oui, pas... Texans 41, Chargers 29, c'est la surprise de la semaine, mais une victoire méritée pour les Texans, 189 yards au sol, un bon Davis Mills, 21 sur 27, 254 yards et 2 touchdowns. Si on ne regarde pas les bilans des 2 équipes, il n'y a aucun scandale sur le déroulé du match. Non, en tout cas, Houston continue de montrer qu'ils sont sur une bonne bourre, notamment offensivement. Mine de rien, Davis Mills, il fait le boulot. Il sort un match extrêmement propre. C'est mon nouveau gars sûr. Je l'ai hypé la semaine dernière, c'est mon nouveau gars sûr. Ah bah écoute, tu lui portes plus chance que pour moi avec Peterman en l'occurrence. Mais voilà, même Rex Burkhead au niveau du jeu au sol, alors qu'on sait que le jeu au sol du côté de Houston cette saison, c'est extrêmement poussif. Là, ils ont vraiment mis à l'agonie la défense des Chargers. Alors, est-ce que c'est plus la défense des Chargers qui est en difficulté, notamment de par l'absence de Joey Bosa ou vraiment l'attaque de Houston qui a pas mal déroulé? Mais en attendant, je trouve, là aussi, si on insiste là-dessus, que David Culley, qu'on annonce un peu en difficulté en interne, sans vouloir spoiler un petit peu l'émission de la prévue de la semaine,
Ils continuent de tirer un minimum quand même d'un groupe où il n'y a quasiment rien, quoi. Tu spoiles rien quand tu dis que les dirigeants de Houston sont des tocards, hein, parce que franchement, l'idée même que le mec puisse être en danger alors qu'il tire 4 victoires quoi, de cet effectif-là, c'est un délire, quoi. C'est ça. Alors, on nous dit s'il y a des meilleures possibilités, mais peut-être qu'il y en aura. Hein, mais en attendant, moi, je laisserai sa chance un peu plus à David Kelly pour voir concrètement ce qu'il peut obtenir d'un meilleur groupe, parce que dans la situation dans laquelle il est arrivé, sous fond de drama d'Eshaun Watson, avec la cascade de blessures qu'ils ont eues, notamment en attaque, moi je trouve que c'est déjà très bien d'arriver à faire ce qu'ils ont réussi à faire tout au long de cette saison. Hein. Tu m'étonnes. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas beaucoup de coachs avec des CV, des gros CV qui acceptent d'arriver dans des équipes où il y a peu de talent. C'est garder un mec comme ça, c'est aussi peut-être l'assurance de construire sereinement pour après, malheureusement, lui dire merci, t'as fait du bon travail. Vous me spoilez tout jeudi là. Brandon Staley, j'allais quand même demander parce que philosophiquement, il défend plutôt la passe quand même. Est-ce que ça va être un truc qui va devenir structurel en fait, ce déficit contre la course des Chargers? Ça l'est depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison. C'est quelque chose qui est... Et ça allait un petit peu mieux d'ailleurs. Ils étaient que 29e, je crois, au début de ce match, alors qu'ils ont été 32e pendant... Mais en fait, c'est pas tant les joueurs que la tactique, quoi. Oui, après, il y avait beaucoup d'absents. Il parlait de Joey Bosa, il y a Derwin James qui n'était pas là. Maintenant, après, on peut tourner ce match dans tous les sens. Certes, c'est la défense au sol, mais perdre contre Houston, ça fait très mal, surtout dans un moment où il faut absolument gagner. Ils sont à la lutte avec beaucoup d'équipes et c'était vraiment pas un match qu'on les imaginait perdre. Ils vont finir avec Broncos Raiders leurs 2 derniers matchs, mais ils sont pas dans la meilleure position. J'ai peur que ça soit un match qui regarde en se disant c'est peut-être là qu'on a loupé le coche. Il loupe le coche à cause de 3 ballons perdus d'un côté et puis cette défense au sol de l'autre. Ça me paraît, moi, de toute façon, je suis que ça tournerait pas rond pour les Chargers quand j'ai vu qu'ils tapaient le field goal sur les 4e. Je dis là, à mon avis, c'est un match qu'ils vont perdre. C'était étrange. Il manquait Austin Ekeler, Mike Williams, Cole Linsley. Voilà. Après, oui, il y a un momentum qui a définitivement tourné en faveur de Houston. Je crois que c'est en début de 4e quart, le moment où ils prennent 2 TD de suite, avec notamment le pick six de Tavir Thomas. Les Chargers n'étaient pas si loin que ça, mais on voyait clairement que défensivement, ils n'avaient pas de quoi répondre suffisamment à cette attaque de Houston, et quand en plus tu forces Justin Herbert peut-être à forcer un peu plus que de raison, il y a la fameuse prise de risque qu'il a tourné en leur défaveur. Saints 3, Dolphins 20. La défense des Saints a massacré Ian Book avec 8 sacs. Je suis dégoûté d'avoir eu tellement la crève que je ne trouvais pas le moindre jeu de mots à faire avec Book, livre, etc. Écrasé, presse-papier, je ne sais pas. Je voulais trouver un truc quand j'ai fait le résumé, mais j'étais trop éclaté. New Orleans pouvait rien faire. Je vous donne quand même une stat. Alors là, c'est pour les amoureux de NCAA, donc je m'adresse à Greg. Sais-tu quel est le bilan des quarterbacks issus de Notre-Dame, de la fac de Notre-Dame, sur les 24 derniers matchs qu'ils ont débuté en NFL? On me l'a envoyé sur Twitter. 0,24. 0,24 en effet. Ian Book a perdu un match. DeShone Kizer a perdu 15 matchs. Jimmy Clausen a perdu 4 matchs. Brady Quinn a perdu 4 matchs. Donc les quarterbacks issus de Notre-Dame en sont à 0,24 sur leurs 24 derniers matchs. Après, à part Brady Quinn, c'était pas non plus des quarterbacks qui arrivaient avec une grosse réputation en NFL. Jimmy Clausen, ESPN avait fait un papier expliquant qu'en termes de mécanique et tout, c'était le quarterback idéal. C'est pour ça qu'il était fin 2e tour ou quelque chose comme ça. Mais bon. Pour l'anecdote, un jour, j'ai fait une carrière avec les Browns, avec Brady Quinn sur un vieux Madden, et j'avais fait monter Brady Quinn à 91 de note générale, je crois, et je démontais tout et je gagnais des Super Bowls avec Brady Quinn. C'est un vieux Madden, je sais plus lequel. Bref, en tout cas, les Saints pouvaient rien faire face à une telle défense parce que leur ligne était décimée. Parce que Book, il se prend 8 sacs, mais il n'a pas vraiment le temps de faire autre chose. Il est sous pression 50% de ses snaps où il veut tenter une passe. Donc, ils n'ont pas d'attaque, donc ils peuvent rien faire en fait. C'est ça. Ça fait très longtemps. Je parlais des Ravens tout à l'heure, mais voir les Saints pire attaque à la passe en termes de yards dans la ligue, même si bien entendu c'est à contextualiser par rapport à tout ce qui s'est passé, que ce soit au poste de quarterback ou le receveur, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu cet état de fait. Mais là, oui, malheureusement, c'était plus ou moins à prévoir. Certes, Ian Book était peut-être un projet. Encore une fois, c'est un 4e tour de la dernière draft, donc peut-être qu'on voulait éventuellement le développer. Pour moi, ça n'aurait pas forcément été mieux qu'un Taysom Hill à l'échelon supérieur, mais peut-être que Sean Payton en voyait peut-être un petit peu plus. Là, en l'occurrence, le balancer sur ce match-là, avec tout le contexte qu'il y a autour des Saints, même s'ils ont été reboostés par leur victoire du côté de Tampa,
c'est un peu compliqué. Et ouais, sur plusieurs semaines de suite, réussir à avoir une défense plus dominante que le faible niveau de l'attaque, c'est quand même quasiment mission impossible. Et là, pour les Saints, oui, il n'y a pas eu beaucoup d'espoir pendant cette rencontre. Après, il faut se dire que les Saints, ils ont quand même appelé Drew Brees et Philip Rivers dans la semaine. Je ne sais pas si vous imaginez le carnage de ces deux mecs-là derrière cette ligne-là. Je pense qu'il y en a un qui rentrait à l'hôpital. Je pense que c'est pour ça c'est uniquement pour ça qu'ils ont refusé. Enfin, je veux dire, ils sont même pas allés plus loin. Ils ont dit hors de question. Le suicide. Les Dolphins ont marqué qu'un seul touchdown offensif. Jalen Waddle a été bon. Tu as Tagovailoa précis. C'est ni explosif ni implacable, mais ça fait le job. Et puis ça revient dans la course. Et c'est officiellement qualifiable pour les playoffs, je crois, au moment où on se parle. Oui, ah bah oui, après, oui, c'est ça, ils sont 7e, je crois. Ouais. Après, ça joue les Titans et les Patriots sur les 2 derniers matchs. Donc ça va être vraiment. Voilà. Pour eux, les playoffs ont commencé, tout simplement. Là, ils ont 2 équipes potentiellement playoffables, les Titans et les Patriots. Il va falloir jouer à des niveaux de playoffs pour rentrer en playoffs. Il va falloir continuer. Après, la défense est incroyable. Ils ont eu besoin d'un seul bon drive dans le 3e quart-temps pour gagner ce match. Ça sera certainement pas suffisant les prochaines semaines, mais bon, ils sont sur 7 victoires consécutives, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Ils ont le vent en poupe. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner sur les 2 prochaines semaines. Première équipe à une série de 7 victoires et une série de 7 défaites dans la même saison. Pour le coup, on parle des Saints, mais je pense que ça peut être transposable avec les Dolphins, parce qu'il y a beaucoup de victoires, mine de rien, cette saison où je vais me faire des amis en disant ça, mais généralement, quand les Dolphins gagnent, ils gagnent de façon, certains diraient moche, en tout cas de manière pas très très jolie. Et souvent contre des tocards aussi. Non, mais bon, ça après, en l'occurrence, ils vont pas s'excuser d'avoir leur calendrier, mais c'est vrai que voilà, c'est pas hyper spectaculaire. Une victoire est une victoire. Là-dessus, on va être d'accord à 100%. Mais c'est sûr que par rapport au calendrier qu'évoquait Lucas tout à l'heure, c'est là où on va peut-être prendre un peu plus de pincettes, parce que c'est sûr que là encore, la défense pourra peut-être pas colmater, on va dire, sans arrêt les lacunes offensives avec un jeu au sol inexistant et un jeu à la passe irrégulier, quoi. Après, ils avaient réussi à complètement faire sortir les Ravens de leur match, et c'était à l'époque où les Ravens étaient très forts. Ils ont un système défensif qui fait qu'ils blitzent beaucoup et de manière très déguisée. Face à des Patriots et Mac Jones, par exemple, ça peut faire mal. Face aux Titans aussi. Ça peut faire des dégâts, en tout cas. J'ai l'esprit des fois, j'ai le cerveau qui tourne au trou. Quand tu parles de blitz déguisé, j'imagine un mec, tu sais, déguisé en clown qui court sur le quarterback. Bref. Raiders 17, Broncos 13, ce serait très original, je trouve. On a retrouvé Josh Jacobs, 129 yards au sol pour le coureur des Raiders. Après, on va pas se mentir, il y avait Drew Lock en face, donc les Raiders l'emportent. 158 yards au total pour l'attaque de Denver. Ils n'ont pas existé au sol, ce qui est censé être leur point fort. Est-ce que vous êtes étonné que Drew Lock n'ait pas sauvé Denver ? Alors, je vous avoue que j'aurais préféré que Raphaël soit là pour celle-là, mais... non, je ne suis pas étonné qu'il ne les ait pas sauvés. Après, de toute façon, là, pour le coup, on parle beaucoup dans cette émission, notamment d'attaques qui n'avancent pas. Là, à un tel niveau, c'est quand même hallucinant. 158 yards d'attaque au total sur un match. Je veux dire, il ne joue pas non plus une des top défenses de la Ligue sans faire offense aux Raiders, quoi. Alors, 8 first down pour 5 punts. Pour vous donner le ratio. Voilà, sur les 8 first down, il y en a 2, c'est des pénalités. Non, mais et puis le score est de 17-13 parce qu'il y a des actions défensives hyper importantes des Broncos. Mais je veux dire, sinon, ils finissent à 2 touchdowns d'écart, Denver. Tu parlais de la défense des Raiders, c'est la 30e au point. Et ça finit le match avec 13 points, dont 10 qui sont vraiment bien aidés par la défense, tu le disais. C'est très inquiétant. Bon, alors, est-ce que les Raiders, eux, ont été convaincants ? Vu ce qu'ils jouaient. Voilà. Ils ont été opportunistes au mieux, quoi. Mais bon. Charognard, quoi, limite. C'est ça. Et Derek Carr, il nous fait de Matthew Stafford cette semaine, quoi. Il gagne, mais tu as presque l'impression que c'est pas fait exprès, quoi. Parce qu'un coup, c'est une interception, hop, un fumble. On joue un peu à se faire peur du côté de Las Vegas. Je vais pas être méchant, encore une fois, mais ils ont quand même de la réussite à Cleveland d'affronter une équipe qui était quasi décimée juste avant le match. Là, ils jouent une équipe de Denver où tu vois clairement qu'en attaque, il n'y a rien. C'est quasi miraculeux ce bilan de 8-7 pour eux. C'est pas toutes les semaines que tu gagnes en perdant 3 ballons, de toute façon. Voilà, donc après, ils ont toujours une chance. Je crois que pour finir la saison, c'est quoi ? Il y a les Chargers en dernière semaine et de jouer à Indianapolis. Chargers. C'est pas évident quand même, je ne les vois pas gagner les 2 matchs. Non. Il va falloir qu'ils les gagnent pour aller en playoff, en tout cas. Oui, je crois, ouais.
Cowboys 56, Washington 14. Aucun suspense dans ce match. Les Cowboys ont pulvérisé Washington. Il y avait 42-7 à la mi-temps. Les défenseurs de Washington étaient littéralement en train de se mettre sur la tronche. Est-ce que c'est rassurant quand même pour l'attaque de Dallas? On savait que la défense était très très forte depuis quelques semaines, mais là, l'attaque s'est retrouvée. Dak Prescott est à 330 yards, 4 touchdowns. Amari Cooper était dans un bon soir, puisque je l'avais mis sur le banc de ma fantasy, évidemment. Ils vont pas Comment tu mets Amari Cooper sur le banc de ta fantasy, mon sang? mais parce que j'avais Hunter Renfro. Non, j'avais des bons receveurs. Non, mon plus gros regret, c'est parce que tout à l'heure, vous avez cité Damian Harris qui me colle 28 points en étant sur le banc. Évidemment, je perds le match de 12. Donc, alors là, en ayant évidemment cette raclure de Saquon Barkley sur le terrain, hein, à 3 points, j'en revenais pas. Bref. Première fois que j'insulte un joueur. Évidemment, Saquon, si tu nous écoutes, je t'aime bien humainement, je ne te connais pas. Bref, je digresse. Cette attaque, elle t'a rassuré, Lucas? Oui, de toute façon, ces dernières semaines-là, elles vont servir à ça pour eux, hein. Pareil, ils vont rester un petit peu en embuscade, mais la défense, on le sait, elle est bonne, elle va l'être. On est rassuré sur cette défense-là. Il faut l'être sur l'attaque. En effet, ils font un très bon match. Après, ils ont l'air d'avoir un match-up qui est très favorable face à Washington. J'attends de le voir sur les prochains. Ils jouent les Cardinals, je crois, la semaine prochaine. Mais en effet, c'est plus rassurant. Il reste 2 semaines pour valider ça. Mais en tout cas, c'est bon signe dans l'idée que dans 3 semaines, ça sera des matchs coup près. Oui, clairement. Greg? Ouais, non, ça fait du bien au moral. C'est pas la première fois qu'on les voit, en tout cas, se balader de cette manière-là. Ils avaient trié Atlanta, notamment en saison régulière, les Giants et les Eagles aussi à la maison de mémoire. Donc, oui, c'est une équipe qui, quand elle est en pleine confiance, en tout cas, peut potentiellement tuer le suspense assez rapidement. Après, ça peut aller dans l'autre sens aussi. On se rappelle du match contre Denver. Mais ouais, c'est une équipe qui ne sera pas bonne à prendre en play-off, je pense. C'est la première fois. Vas-y. Non, j'allais dire c'est la première fois qu'ils remportent la NFCS depuis 2018. C'est ça. Ils ont une grosse force de frappe en attaque avec une ligne offensive où il y a un peu moins de problèmes physiques. Et ils ont une défense qui, même si elle n'est pas une des meilleures de la ligue, a beaucoup de joueurs capables de faire des différences. On ne va pas rappeler Micah Parsons, Trevon Diggs également, qu'on est à 11 interceptions. On a encore un DeMarcus Lawrence qui revient bien avec notamment son... C'est quoi? C'est un retour d'interception de mémoire, oui. Le jeu qu'il fait. Donc, ouais, très franchement, il y a beaucoup de voyants au vert du côté de Dallas. Il y a cette interrogation concernant le coaching staff en play-off, mais en tout cas, ça va être une équipe qui ne sera pas bonne à prendre. Bon, c'est un soir sans pour Washington, 3e défaite de suite. Ils ont eu un joueur impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la vie à quelqu'un cette semaine. Enfin, ça a été très très difficile. Ron Rivera s'est montré assez conciliant en conférence de presse, disant que ces joueurs avaient ils géraient les difficultés de la vie aussi en ce moment, et que c'était pas facile. On se tourne vers l'an prochain, a priori, vers un quarterback aussi, a priori, malgré tout le bien qu'on puisse penser de Taylor Heinicke. Ouais, c'est ce qu'on se disait l'année dernière, hein. On se disait exactement la même chose l'année dernière, et ils ne l'ont pas fait. Est-ce que ça va leur servir de leçon? Je ne sais pas, mais je m'attends à tout quand même. Donc on reste au même point que l'an dernier. Ouais, non, je ne sais pas si Taylor Heinicke est vraiment le problème de l'équipe. Je pense que déjà, je me tournerai vers les lignes. Mais oui, après, en fonction des possibilités, peut-être tenter le coup, sait-on jamais. Eagles 34, Giants 10, Philadelphie toujours dans la course au playoff, 130 yards au sol, Jalen Hurts propre devant Devonta Smith dans la end zone. Ça commence à être une bonne équipe. Ils sont qualifiés pour les playoffs au moment où on se parle. Je vois que les 11 pénalités à corriger sur ce match. Ouais, il y a une première mi-temps très très difficile quand même. Hein. Et un départ diesel, ouais. Non, mais il y a un départ diesel, mais sur l'ensemble, quoi. Je veux dire, sur la victoire, après, ça gagne. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une identité. Oui. Quand je parle de choses à corriger, c'est sur le fond, il y a une identité, quoi. Ils savent où ils veulent en venir. Justement, ils ont des difficultés. Après, ils se relèvent et ils savent par où ils veulent passer. Ils veulent passer par le sol. Ils veulent avoir un Jalen Hurts qui n'a pas des trucs trop compliqués à tenter. Devonta Smith qui est de mieux en mieux, mais il a très vite été bon. C'est quand même hyper rassurant. En fait, le contraste avec ce qu'il y a en face, c'est tellement frappant en termes de pas d'identité. C'est ça. Enfin, je veux dire, sur ce match-là, que pouvaient faire de plus les Giants, en fait? C'est ça que j'essaie de dire, notamment la défense. Hein. Les Giants, beaucoup de choses, ils pouvaient faire de plus. Non, mais notamment la défense. Je veux dire, la défense, ils les tiennent à 3 partout. Derrière, il n'y a rien en attaque. Je veux dire, de toute façon, on se retrouve dans un cas de figure où tu auras beau faire courir 60 fois tes coureurs, on sait très bien ce qui va advenir. Donc, c'est bloqué. Philadelphie, ça a été un ball control tout au long de la deuxième mi-temps, globalement. Je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit sur Saquon Barkley. Ouais, non, mais voilà. Après, attention, identité de jeu, faut voir dans quel état est Miles Sanders. Je crois qu'il s'est blessé sur ce match-là. Il s'est blessé, il s'est cassé la main.
Voilà, c'est assez notable. Après, on voit qu'il y a quand même des solutions. Devonta Smith, notamment dans les airs, continue de se développer comme il faut, je trouve. Ouais, après, Miles Sanders, et j'en suis un des premiers défenseurs, je me demandais pourquoi il était absent depuis le début de la saison notamment, mais leur vraie identité s'est créée alors qu'il était absent. Là, il sort assez tôt dans le match et pourtant le jeu au sol commence à être bon. J'ai pas l'impression qu'il soit vraiment un facteur X dans ce jeu au sol-là. Ils peuvent faire sans lui, ils l'ont fait. Maintenant, il reste 2 matchs de division pour terminer. Washington qu'ils ont déjà battu, les Cowboys qui pourraient être en roue libre en dernière semaine, ils peuvent aller en playoff. Maintenant, on parle beaucoup d'équipes surprises en playoff, d'équipes qui peuvent faire mal. Et j'ai du mal à les voir faire une surprise à l'extérieur en playoff. Je me trompe peut-être, mais ça reste relativement limité quand même. Ah là là, quel dommage qu'il n'ait pas un coureur du talent de Saquon Barkley, le numéro 2 de la draft qui éclabousse cette année de son talent. 130 courses, 461 yards, soit 3,5 yards de moyenne monstrueuse quand il marche sur les défenses pour 2 touchdowns sur toute l'année. Bon, après, il faut savoir dans quel état il est, Saquon Barkley. C'est un joueur qui a accumulé les blessures. Non, mais il n'est pas sur le terrain. Peut-être c'est différent avec lui, je l'entends. Je pense en effet que les Giants vont loucher sur un running back au moins lors de la draft, lors de l'intersaison, parce que là, ça commence à devenir un petit peu problématique. Le mec est arrivé en 2018, du coup. Oui, mais attends. T'as grillé un deuxième choix de draft pour un mec qui a eu une bonne saison. À l'époque, c'était Saoud Arnold. Hein. Allez, c'était pas le sujet. En tout cas, au niveau quarterback, ils y sont toujours pas non plus. Jake Fromm, qu'ils ont voulu tenter, c'est 0 sur 4 sur les plus de 10 yards, sur les passes de plus de 10 yards et 1 sur 5 contre le Blitz. On reparlera de Joe Judge jeudi dans l'émission. On va avancer un petit peu parce qu'on a déjà beaucoup de choses et il nous reste beaucoup de choses. Seahawks 24, Bears 25, victoire pour Nick Foles sur une conversion à 2 points. Un très bon drive pour aller chercher la victoire alors que le reste du match avait été difficile. Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement à la saison des Bears? Des Bears, non. Non, ça peut changer quelque chose à la carrière de Nick Foles, enfin la suite de la carrière de Nick Foles, mais si quelqu'un peut aller le chercher, parce que oui, les Bears, ça ne changera pas, ils ont Justin Fields et ils vont essayer de le faire progresser, c'est le quarterback du futur, et puis je pense que c'est le choix intelligent, mais Nick Foles, il rebondit un peu d'équipe en équipe, pourquoi pas, par exemple, Washington. Quand tu dis ça change la carrière de Nick Foles, tu veux dire il vient de regagner 5 millions de dollars quelque part. C'est ça. Non, mais il a clairement trouvé un spot pour l'année prochaine, je pense. Ouais. Pour la tournure du match, je vais reformuler. Comment les Seahawks perdent un match dans la neige où ils cumulent 170 yards au sol? Dans un match qu'ils n'ont pas voulu tuer, tout simplement. Tu reprends le 4e quart, il y a un field goal manqué. Il y a une pénalité un peu bête qui les met sur le reculoir et qui stoppe le chrono pour lui donner suffisamment de temps à Chicago. Ça suffit. Après, le dernier drive de Chicago, tu as l'impression que c'est l'équipe des Seahawks de l'époque, quoi. Je veux dire, les 2 derniers catchs au milieu des défenseurs et tout. Alors, je veux bien que le backfield défensif de Seattle soit pas parfait cette saison, loin de là, c'est un des pires de la ligue. Mais franchement, les 2 catchs qui sont sortis. Attends, c'est qui déjà les catchs? C'est Graham et Bird, je crois, sur la conversion. Enfin, les catchs, ils sortent de nulle part. D'ailleurs, Bird, un petit peu limite le deuxième appui, je trouve. Mais c'est un match où clairement, ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Il y a des fois où ça ne tourne pas, hein, coucou les Ravens, et puis là, en l'occurrence, pour Chicago, ça a bien tourné. Et ça pose plus de questions, je pense, pour les Seahawks. Ah bah oui, clairement. Mais après... je ne ferai pas la preview de l'émission de la semaine, mais quid de Pete Carroll et de John Snyder. Ouais, et puis alors j'allais dire, par contre, il y a quand même un truc sur le terrain. Metcalf, cette année, c'est un peu la disparition après son énorme année dernière. Il a un seul match à plus de 100 yards. Sur les 8 derniers matchs, il ne dépasse jamais les 60 yards. Et puis je vais terminer, vous avez parlé de Carroll, Metcalf, je vais remplacer une pour Russell Wilson. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont tourné en sa faveur cette saison, mais je suis globalement assez déçu quand même par le quarterback. Falcons 20, Lions 16. Les Lions ont eu le drive de la victoire, mais Tim Boyle a été intercepté. Pas un beau match entre 2 équipes faibles. Au final, Matt Ryan, Cordarrelle Patterson, Kyle Pitts, ça fait la différence à ce moment-là, j'ai envie de dire, dans ces matchs où il n'y a pas beaucoup de qualité, mais tu en as quand même quelques-uns. Patterson marque, Ryan trouve Hayden Hurst pour le touchdown de la victoire dans le dernier quart, ça me semble logique, Greg. Qu'Atlanta gagne le match, peut-être pas. Hein. Franchement, j'avais pas l'impression qu'il voulait le gagner, celui-là. Mais il reste en course pour les playoffs de manière un peu miraculeuse. Mais très franchement, si Détroit le gagne avec Tim Boyle, celui-là, il n'y a pas de scandale à mon sens. Hein. Mais bon, tu l'as dit, Kyle Pitts au moins, même en étant le seul receveur vraiment fiable de l'équipe, arrive à trouver des solutions, en tout cas à en offrir à Matt Ryan.
Après, c'est plus en défense, pour le coup, paradoxalement, qu'Atlanta a mis un peu plus le bleu de chauffe qu'en attaque, où ils ont provoqué notamment un 0 sur 4 en red zone de la part des Lions. Kyle Pitts, il va passer les milliards, probablement, ce qui va pas être loin d'être un record pour un tight end rookie. Oui, je crois qu'il est pas loin de battre le record. C'était Mike Ditka. Oui, exactement. C'est ça. Hein, ouais. Lucas, est-ce que tu as vu du positif pour Atlanta? Pour Atlanta, non, Cordarrelle Patterson est un peu disparu depuis quelques semaines. J'en parlais, il marque un touchdown, mais après, derrière ça, il est pas très bon. Il y a eu très peu de jeux au sol, donc pas beaucoup. Après, Détroit, comme d'habitude, on est toujours dans des matchs où on se bat. Et puis Amon-Ra St. Brown, qui est quand même le rayon de soleil de cette fin de saison, ou même, voire même de cette saison. Ils ont peut-être trouvé un receveur. Il y a encore beaucoup de trous, mais en tout cas, ils ont trouvé un bon joueur ici. C'est déjà une bonne chose. Sélectionné au 4e tour, Amon-Ra St. Brown, 9 réceptions, 91 yards, 1 touchdown. Clairement, ce sera une des satisfactions de l'année de Détroit. Dan Campbell a dit, quand on lui a demandé est-ce que Jared Goff pourrait être le quarterback du futur, il a dit « Je ne vois pas pourquoi pas ». I don't see why not. Faut arrêter de tendre un micro à Dan Campbell, je crois. Ouais, tu l'aimes bien celui-là. Je donne l'info, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de le faire parler en conférence de presse. Jets 26, Jaguars 21, le match de la draft pour terminer. Les Jaguars ont eu l'occasion de prendre la victoire sur le dernier drive, mais alors drive d'anthologie dans le Port Nawak. Trevor Lawrence n'a pas lancé de touchdown pour le 4e match de suite, et pour la 7e fois en 8 matchs, je sais qu'il n'y a rien autour, c'est quand même un peu inquiétant, Greg. Bah, c'est vrai que les stats sont quand même. Je fais partie de ceux qui disent que bon, on peut avoir une année rookie sans. On sort encore et toujours le même exemple. Peyton Manning n'a pas eu une bonne saison rookie en 98, etc. Après, 9 TD sur une première saison, c'est quand même triste. Il y a quand même moyen. Je crois que le seul match où il a fait au moins 2 touchdowns cette saison, c'est contre Houston en ouverture. C'est possible. Ouais. Donc oui, on dira qu'au niveau des éléments positifs, il y a moins d'interceptions. En tout cas, il a limité au fur et à mesure des semaines les pertes de balles, quoique il y a quand même un fumble perdu de sa part sur ce match-là. Mais ouais, ça reste bien trop maigre, et le casting autant n'excuse pas tout. Je te rejoins là-dessus. Donc il va falloir voir ce que ça donne lors de la 2e année. Mais oui, c'est clairement une année rookie décevante de la part de Lawrence. Et puis, tant qu'on me cite Peyton Manning à tour de bras à chaque fois qu'on dit un rookie a du mal, tu l'as dit, oui, Manning, 28 interceptions. Moi, à chaque fois que je dis du mal d'un rookie, on me dit ça. En fait, il y a les stats de Manning lors de la dernière année, je crois. Je crois que Manning, il fait 9-17 sur sa dernière année. C'est vrai. Ouais. Non, mais voilà, parce que moi, ce que j'allais dire, c'est qu'à chaque fois, on me dit Manning, il a du mal, il lance 28 interceptions la première année. Mais il lance 26 touchdowns. Et on est en 98. C'est pour ça que je te parle des 9. Ouais. C'est là où c'est un peu plus délicat, à mon sens. On est en 98. C'est pas du tout la même NFL à l'époque. Et il a quand même les Colin Treadwell, quoi. Je veux dire, pour lancer les ballons, quoi. C'est quand même pas négligeable. Notamment. Non, mais voilà, moi, je tiens aussi à préciser ça. En 98, 26 touchdowns, c'est déjà bien. Oui, voire sûr. très bien pour un rookie. Donc voilà, donc Manning à l'époque, il est quand même pas, c'est pas que 28 interceptions, il est pas nullissime. 9 touchdowns en une saison en 2021. Plus emmerdant. Et puis, il n'y a pas un moment, il n'y a pas quelque chose. Encore une fois, je me répète par rapport à la semaine dernière, mais il n'y a pas quelque chose qui fait dire que aller gagner un match sur un drive, on ne lui demande pas de. Mais là, il pouvait le faire encore une fois. Je veux dire, ce qu'a fait Zach Wilson sur son TD à la course, par exemple. Oui, alors celui-là, par contre, il faudra aussi parler de la présence défensive, parce que Oui. Certes, mais il est capable de le faire. Je pense que de toute façon, les défenseurs sont traumatisés parce que tu sens qu'ils ont peur de toucher les quarterbacks. Maintenant, ils ne savent plus comment faire. C'est-à-dire que sur le début de la course, ils ne savent pas comment le prendre. Parce que celui-là, je le faisais. Je faisais le résumé. Donc, ce touchdown-là, bon, pourquoi pas. Mais je reviens sur ce que disait Lucas. Trevor Lawrence, le manque d'un moment important. Moi, sur le dernier drive, je me dis, bon, bah là, il peut aller le chercher. Là, il peut montrer un truc, etc. Et c'est là où moi, je suis déçu profondément. C'est que ce drive, c'est n'importe quoi. Ils ont 4 tentatives à la fin du match. Il y a une passe pour le seul mec qui n'est pas dans la end zone. Il y a une passe qui passe à travers les mains d'un défenseur. Il y a un spike sur la 3e tentative alors qu'ils ont le temps de la jouer. Je ne comprends même pas pourquoi il a spike. Donc, ils perdent une tentative et ils se retrouvent avec une 4e qui joue n'importe comment. Donc, c'est panique mode, quoi. C'est n'importe quoi ce dernier drive. Et c'est là où je disais que Davis Mills, c'était mon chouchou ces dernières semaines. Il y a par exemple Davis Mills, alors c'était pas un drive pour gagner le match, mais il y a eu plusieurs situations sur 2 minutes comme ça, notamment en fin de mi-temps la semaine dernière, je crois, pour Houston, où Mills gère son attaque et tu dis, voilà, là, il a l'air en contrôle. Bim, bam, boum, j'envoie ma passe, je fais mon truc, je gère le chrono, je prends mon temps mort, je prends mon truc. Là, Lawrence, ça partait, mais c'était n'importe quoi. Donc,
c'est ça aussi qui m'emmerde. Et moi, c'est plus les petits moments que je cherche dans une saison de rookie. On parlait de Joe Bureau l'an dernier. Il y a des moments où, par séquence, c'est même pas des matchs entiers, mais il y a des séquences, des drives, des cartons où l'an dernier, tu disais déjà, OK, Bureau, il a un truc. Herbert, c'est pareil. Et Justin Herbert, c'est pareil. la même chose. Ouais. Bureau, donc l'an dernier, mais Lawrence cette année, purée, Ah oui, vraiment c'est sûr que tu n'es pas aussi optimiste, on est d'accord. du mal à avoir des trucs. Moi, la semaine dernière, je disais que je ne regardais pas la NCAA. Je ne l'ai pas regardé depuis une semaine. Hein. Je n'ai pas rattrapé. Et une semaine après, je dis toujours la même chose. Trevor Lawrence, je ne comprends toujours pas pourquoi il a été aussi haut. Bien sûr qu'il me fera peut-être mentir, mais pour l'instant, comme vous le dites, les stats ne sont pas là, les moments ne sont pas là. Il n'y a pas grand-chose. Je lui souhaite. Bon, après, donc, je disais, pour l'avoir vu, Wilson, en effet, il y a cette belle action à la course, clairement. Après, c'est pas non plus une démonstration offensive des Jets ou quoi. Il marque sur cette course-là un retour de kick-off, un touchdown de lineman un peu olé. Bon, c'est pas non plus la victoire de référence. Hein. Oui, bah après, j'allais dire, il y a un jeu au sol intéressant, mais bon, c'est beaucoup boursouflé par la course de Zach Wilson. C'est sûr que on voyait du mieux ces dernières semaines d'un point de vue offensif de la part des Jets. C'est pas leur prestation la plus aboutie à mon sens, mais en tout cas, ça a été suffisant, on va dire, dans les moments de doute où Jacksonville a recollé pour réussir à garder la main, même s'il y a eu cette petite frayeur sur le dernier drive. En effet. Oui, non, il faut le gagner quand même. On passe au top et au flop. Grégory, ton top. Je pense deviner le vôtre, donc je vais quand même rester sur ma ligne de tout à l'heure. Mon top, c'est quand même Buffalo, dans le sens où, je le répète, je les ai trouvés très concentrés d'entrée face aux Pats. Et c'est un match où ils auraient pu être dans le doute, justement, de se dire, bah tiens, New England va reprendre de nouveau la main de la conférence, alors qu'on a tant attendu, de la division, pardon, alors qu'on a tant attendu pour la récupérer. Donc voilà, je trouve que dans l'état d'esprit et dans la réalisation, du coup, pour aller chercher cette victoire importantissime du côté de Foxborough, ça me paraît assez important de le mettre en avant. Je me permets d'abonder dans ton sens parce que c'était le même top que j'avais, Buffalo Bills, parce que le match, parce que le moment était plus important pour eux que New England, malgré tout ce qu'on peut dire, et qu'ils ont répondu présent. Et ça, c'est fort. Alors, je partage, mais c'était pas mon top. Lucas, tu veux un autre top, du coup ou... Je te laisse faire le tien, et puis si j'en trouve un, Écoute, moi, j'avais oublié que je l'avais mis dans mes notes, mais du coup, je me suis déjà pas mal étendu. C'est Davis Mills, mon top. Je voulais juste rappeler, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'était le meilleur quarterback de sa classe de lycée, choix du 3e tour après un passage à Stanford. Je suis convaincu, encore une fois, je fais un monde honorable parce que j'avais un peu rigolé quand j'avais lu ça dans la presse au début, où il disait Houston pourrait peut-être faire l'impasse sur un quarterback cette année à la draft, voir ce qu'ils ont avec Mills l'an prochain. Et je suis de plus en plus convaincu par cette option, a priori, avec un effectif qui a besoin de beaucoup de renforts et une cuvée de draft qui n'a pas l'air encore folle en termes de quarterback. Je me dis, si vraiment, en tout cas, il n'y a pas un quarterback qui les convainc follement à la draft, pourquoi pas essayer de blinder encore un peu plus autour de lui. Moi, je trouve que garder David Culley pour l'aider, ça me semblerait plutôt être une bonne idée. Donc voilà, je vous donne une stat bien made in NFL. Davis Mills est le 3e rookie quarterback dans l'histoire à réussir plusieurs matchs avec au moins 250 yards à la passe, 2 touchdowns et une évaluation d'au moins 130. Les 2 autres étaient Justin Herbert et Robert Griffin. Ça veut dire que tu as une chance sur 2, mon champion. Bonne chance à toi. Je l'écouterai en podcast pour la comprendre, ça là, parce que Ouais. Et puis, je persiste ici, Robert Griffin n'était pas mauvais quarterback. C'est vrai, il a juste été flingué. Oui, il a juste été tué juste à la fin de sa première saison. C'est vrai. C'est vrai que c'était une année très, très fun, 2012, pour les quarterbacks. Greg. Mon flop ? Oui. Écoute, je suis un petit peu obligé. Mon flop, et pourtant, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour le technicien. Mais Bruce Arians, je suis désolé, alors ça va un petit peu à contre-pied avec les stats d'Antonio Brown ce week-end. Mais alors le truc de dire à la première incartade, il dégage. Et puis, mais non Vas-y. Vas-y, dis-moi. Mais j'allais dire, mais non, on a quasiment le même flop en fait. Non, mais c'est ça. Et à la première incartade, il dégage. Et puis derrière, on lui dit, du coup, qu'est-ce que vous avez dit ? Moi, je m'en fous, c'est bon. Il s'est racheté un comportement l'année dernière. En gagnant, en se comportant bien. Je suis désolé, mais moi, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
mais tu peux pas dire tout et son contraire en l'espace d'un an. Et surtout, moi, ce qui me fait peur avec cette logique-là, c'est le côté, bah non, en fait, il nous permet de gagner des matchs. Donc, bah, si c'est foutu de la gueule de la Ligue et si par ricochet, c'est foutu de notre gueule à nous, c'est pas grave, on peut faire amende honorable. Moi, franchement, ça me dérange. Alors, je vais te dire, moi, c'est une variante, je me permets de faire mon flop du coup dans la foulée, hein, Vas-y, Lucas, parce que c'est une variante. Moi, c'est pas Bruce Arians, c'est Antonio Brown. Je m'explique. Je me suis habitué au cynisme à la limite des dirigeants pour ça. Mais en fait, Brown a en plus fait mentir Bruce Arians. Et alors, je précise le contexte. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Mais en fait, je vais faire un service après-vente du site. À la base, les leçons de la semaine lundi, là, sur le site, je voulais titrer Antonio Brown, l'idiot utile des Buccaneers. Et avec même très, entre parenthèses, l'idiot très utile des Buccaneers. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il n'a pas un comportement correct, mais il est très utile et il le garde pour ça. Mais je vais vous dire, j'avais la crève lundi, j'avais pas envie de me faire engueuler sur les réseaux sociaux, qu'on me dise que j'étais moralisateur, patati patata. Donc je me suis dit, je vais l'expliquer en flop, ce sera plus simple. C'est juste que Antonio Brown est un mec à qui on autorise tout, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que les Buccaneers disent « Oh bah non, mais c'est pas grave, il nous aide. Non, la première truc, il est dehors. Non, en fait, à la première heure, il est pas dehors, etc. » Et ce qui m'emmerde, c'est que il y a les médias qui sont allés le voir, et c'est aussi pour ça que je voulais pas le mettre en titre, parce qu'on m'aurait dit « T'es corporatiste, machin, machin. » Il y a une journaliste qui va le voir et qui lui dit « Mais du coup, à propos de votre certificat de vaccination, et il a dit « Oh, mais vous, les médias, vous voulez faire que des histoires, et vous voulez me donner une mauvaise image de moi, et vous êtes méchants, blablabla, blablabla. » Et donc, ça m'emmerde parce que personne ne l'a forcé à mettre les pieds dans la glace. C'est pas un journaliste qui l'a forcé à agresser un mec. C'est pas un journaliste qui l'a forcé à agresser sexuellement une femme. C'est pas un journaliste qui lui a filé un faux certificat de vaccination. Donc, franchement, les méchants médias, les machins, les trucs, voilà. Il est talentueux, il est là pour ça, pas de souci, mais arrête de jouer la victime. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Mais moi, c'est ça. Moi, là où j'en reviens avec Bruce Arians, c'est qu'encore une fois, déjà, personne ne te force d'emblée à dire à la première incartable, blablabla. Et derrière, comment tu veux... C'est un être humain, hein, il a un cerveau, il est capable de comprendre, de différencier le bien et le mal, blablabla. Comment tu veux qu'il apprenne de ses potentielles erreurs si de toute façon, on passe son temps à le couvrir? Mais on est d'accord. Et justement, la manière dont il répond maintenant est l'illustration de ça. C'est qu'il n'est même pas responsable. C'est-à-dire c'est les médias. C'est les médias, c'est les autres, c'est machin. Et moi, je veux bien qu'il y ait des problèmes de blessure, attends pas. Ils font briller Cyril Grayson. Ouais. Il a pas joué au football à l'université avant ça. Non, mais encore une fois, tu vois, moi, ce que j'en ai marre, c'est ça, c'est que le mec ne sera jamais poussé à assumer et le vice ultime de ça, c'est la victimisation permanente, quoi. C'est la faute des autres, c'est pas moi, c'est la faute des autres, c'est la faute. Mais moi, cette victimisation permanente, ça me rend dingue. Ah, c'est un receveur. Ouais, non, mais voilà. Et puis, c'est devenu une sorte de ressort maintenant permanent et beaucoup trop courant, même ailleurs. Coucou Tom Brady, qui est toujours celui en quel on croyait pas, même quand il gagne son 10e titre. Mais non, mais tu vois, c'est ça. Donc, je sais pas, c'est peut-être de dormir chez Brady, c'est le tuyau qu'il lui a donné, j'en sais rien. Mais à la limite, Brady, c'est inoffensif, on s'en fout, c'est un truc pour se motiver, c'est très bien et tout. Mais quand il s'agit de l'utiliser pour pas prendre ses responsabilités sur des sujets sérieux, et encore une fois, cette excuse de c'est la faute des médias, vous cherchez des histoires. Le mec, il aurait fait un ou deux trucs, tu vois. Bon, je dis pas, ça va quoi. Il y a quand même une liste assez longue. Collection maintenant. Il y a quand même une liste assez longue pour qu'on ait remarqué. Il y a un dot Netflix à faire. Voilà, on a remarqué depuis le temps qu'il n'y a personne qui lui force vraiment la main à faire des âneries, quoi. Donc, quand on lui pose une question dessus, à la limite, qu'ils disent pas de commentaires, pourquoi pas, mais quand ils disent c'est de votre faute, sérieusement, quoi. Donc, voilà. Donc, je voulais pas faire ça dans les leçons de la semaine. J'aimais bien le titre, l'idiot très utile des Buccaneers, mais je me suis dit, vas-y, je suis trop fatigué. C'est les vacances de Noël, je vais prôner la joie de vivre et tout. J'ai pas envie de me faire cartonner. Voilà. Lucas, t'as un flop plus bienveillant que nous? Oui, plus bienveillant un peu. Ouais, je vous ai senti animés tous les deux, messieurs. Je vous ai laissé. Je suis fatigué, je sors de crève. Je comprends, mais on va finir avec un peu plus de légèreté en tout cas. Moi, mon flop, c'est Wink Martindale, le coordinateur défensif de Baltimore, qui avait fait une petite réflexion sur Joe Burrow avant le match en disant calmons-nous, on va pas lui mettre une veste d'or, sous-entendu on l'envoie pas au Hall of Fame déjà, et il a bien raison d'ailleurs, mais c'est drôle quand on voit que dans la foulée, alors déjà il avait pris plus de 400 yards lors du premier match face à Burrow, et puis là il en prend plus de 500, je crois que ça fait 941 en tout sur les deux matchs, 7 touchdowns, voilà, c'est sympa. Alors on va clairement pas lui mettre une veste d'or, mais Greg en parlait, ils ont continué à lancer même après
après que le score était déjà fait, ils ont posé la question à Joe Burrow en disant est-ce que ça faisait partie du fait que, enfin, ce petit commentaire faisait partie du fait que vous avez continué à lancer. Il a dit oui, certainement. Il l'avait un peu en travers de la gorge. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. C'est toujours sympa quand on parle avant et quand on prend une rousse dans la foulée. J'aime bien. Et tu as vu la réponse entière de Burrow, il dit je pense que le commentaire n'était pas nécessaire. Ah bah, il est là, il a bien raison. Là, il se présente devant la presse avec plus de 500 yards, il peut dire ce qu'il veut de toute façon. Mais justement, tu vois pourquoi je kiffe Joe Burrow, c'est qu'il a dit le commentaire n'était pas nécessaire, il l'a calmé, tu vois, genre voilà, il n'a pas dit ouais, il croyait pas en moi, et du coup, je lui ai prouvé à tous les méchants qui croyaient pas en moi. Putain, mais c'est bien ça, des mecs qui sont un peu arrogants et qui y vont, quoi, tu vois, genre. Il n'est pas receveur au cornerback. Ça change peut-être la donne, hein. Il y a peut-être un... Mais moi, je préfère mes sportifs un peu arrogants quand même. Merde, ils sont là parce qu'ils sont meilleurs que tout le monde, pas parce qu'ils sont là en train de douter tout le temps et machin. Non mais tu vois, Brady, je reviens là-dessus, je suis désolé. Moi, il pourrait se lever sur la table de conférence de presse, uriner sur les pieds de tout le monde et dire je suis le meilleur. Et bah tant mieux. Tu vois, arrête de pleurer et de nous dire qu'on croyait pas en toi. Bon, après, voilà. Brady, il n'est pas dans la victimisation perpétuelle. C'est plus la communication autour de... Non, franchement, hein, on ne va pas faire un débat maintenant en fin d'émission. Mais j'ai souvent trouvé Brady un peu sobre. Après, il a participé, bien sûr, à ce côté à New England où on est systématiquement dans le côté « ça y est, on nous enterrait, mais les on mecs, est encore là. » Les mecs jouaient leur 28e Super Bowl de suite. Ils étaient là « ouais, personne ne croyait en nous cette année. » Tu vois, genre, vous êtes sûr, là, vraiment? Vous êtes vraiment sûr? Bon, pourquoi pas. C'est comme ça que se termine l'épisode 468 du podcast Touchdown Actu. Cette émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, les vêtements, les sneakers, les accessoires des plus grandes marques, mais aussi les maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. Leur site internet, les liens sont dans les articles du podcast. Et évidemment, vous avez leur boutique pas loin de chez vous. On remercie tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Julien Brossillon cette semaine qui s'est ajouté à la liste. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu, les Twitter perso @Elvola, @Yellow Radiosa, @Alain Mattei. La chaîne Twitch, n'oubliez pas de vous abonner puisque les fauteuils se passent là maintenant, twitch.tv/TDActu. Merci beaucoup Greg, merci beaucoup Lucas. C'est un plaisir. On se retrouve... Oh là, il y a eu une petite coupure. On a perdu Lucas, je crois, pile au... Il avait tenu jusque-là. Non, c'était pour vous dire que c'était toujours un plaisir, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. À jeudi. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, trop classe Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.